Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce talk sur le parcours initiatique sur l'authentification avec Keycloak. Alors, je me présente, je m'appelle Jérôme Marchand. Avec moi n'est pas présent Adrien Vattez. Si vous étiez venu pour lui, c'est dommage. Les autres talks sont encore disponibles. Du coup, qui je suis? Je suis consultant formateur chez Zenica. Mes missions tournent énormément autour de Keycloak pour une grosse partie et tout ce qui est infrastructure et DevOps pour une seconde partie. Pour les curieux, il y a un talk après celui-là qui sera sur du DevOps. Le contexte. Je donne beaucoup de formations sur Keycloak et le constat, c'est que très souvent les gens utilisent Keycloak mais sans forcément tout le temps savoir pourquoi ils l'utilisent et très souvent, hélas, c'est pas tout le temps bien utilisé. Et avant de parler de Keycloak, on va parler de l'outil d'IAM de manière générale et de l'authentification. Pour contextualiser cette présentation, on va imaginer un scénario, alors sur le thème de Star Wars, mais qui va s'appliquer à peu près à n'importe quel type de déploiement de Keycloak dans un système d'information. Très souvent, on va avoir quelqu'un, donc là ça va être la guilde des marchands, qui va vouloir déployer tout un système d'information pour ses utilisateurs et le but c'est que chaque utilisateur puisse s'authentifier de manière unique sur le système d'information pour pouvoir obtenir des informations de ce système d'information. Pour pouvoir mettre ça en place, vous allez pouvoir le faire. Donc c'est un code lab, ceux qui veulent peuvent déjà profiter des différents slides de présentation que je vais faire pour commencer par télécharger le repo GitHub, si vous voulez, qui à peu près à main levée va essayer de suivre le Git, la formation 1, 2. D'accord. Si ça va trop vite, vous me direz. Je le ferai en même temps, évidemment, pour tous les autres qui ne feront pas le lab en même temps. Donc, une fois que vous avez téléchargé ce Git, je vous invite à déjà, dans le répertoire démo, lancer la commande docker compose up build pour que ça télécharge pendant que je continue d'expliquer des choses. Et pour ceux qui ont le débit nécessaire, vous pouvez anticiper en faisant npm install avec 2 L et maven compile dans les 2 répertoires où il y aura du Java. Ça va télécharger un demi-internet à chaque fois, donc voilà. On le lance maintenant et au moment où on en aura besoin, avec un peu de chance, ce sera déjà déployé sur vos différents postes. Donc, rappel. Keycloak est un outil d'IAM. L'IAM, ça veut dire Identity and Access Management. Alors, c'est la définition de Wikipédia, parce que c'est plus pratique de copier-coller le code des autres. Donc, qu'est-ce que va être un outil d'IAM? C'est une brique logicielle que vous allez installer dans votre système d'information qui va vous permettre de gérer l'identité de vos utilisateurs et également leurs droits d'accès. Donc là, ce talk va parler principalement de l'authentification des utilisateurs. Si vous voulez des informations sur l'autorisation, je vous invite demain matin à aller voir le talk de Monsieur Bruce, qui sera dans l'amphi D, à 9h, 10h. Voilà. Donc, l'Identity Manager, ça va devenir la brique principale d'authentification dans votre système d'information. On va arrêter d'avoir chaque application qui va gérer d'elle-même son authentification et ce qui fait que dès qu'il y a un problème de sécurité sur une des applications, peut-être qu'il est présent sur toutes les autres et donc vous êtes obligé d'appliquer cette correction sur toutes les applications les unes après les autres. Donc l'idée de l'IAM, c'est de tout regrouper dans une seule brique logicielle, comme ça les utilisateurs ne viendront s'authentifier qu'à un seul endroit. Et du fait qu'ils ne viennent s'authentifier qu'à un seul endroit, ça va être pratique parce que ça va vous permettre de mettre en place le SSO entre les différentes briques logicielles de votre système d'information. Le SSO, c'est pour Single Sign-On. C'est le fait donc de s'authentifier une seule fois et de pouvoir profiter de cette authentification à différents endroits. Le scénario que l'on peut souvent retrouver lorsqu'on veut authentifier un utilisateur, on va en retrouver 2 grands types d'authentification d'un point de vue IAM. Notre utilisateur, lui, de toute façon, à chaque fois, il viendra, il va s'authentifier et derrière, il s'attend à pouvoir utiliser le logiciel. Mais pour pouvoir faire ça, il existe dans le grand monde d'Internet différents protocoles pour le faire. Les 2 grands protocoles pour le faire que l'on retrouve très fréquemment sont SAML et OpenID Connect. On va essayer de les schématiser pour que tout le monde comprenne
le concept de base. On ne va pas rentrer dans les détails d'implémentation de chacun, parce que ça pourrait demander un petit peu de temps. On va imaginer donc que notre commerçant, Ketch, un petit Jawa de je ne sais plus quelle planète, il veut aller se rendre au marché de la guilde du commerce. Donc il se rend au marché, et devant le marché, pour y rentrer, il y a un garde de faction qui lui demande son laissez-passer pour pouvoir rentrer dans le marché. Sauf que ce laissez-passer, il l'a pas encore. Donc qu'est-ce que lui propose le garde? C'est de retourner au poste de garde pour demander un laissez-passer. Et le garde complète dans sa demande à Ketch: j'aimerais en plus que tu puisses demander au poste de garde que non seulement il y a des informations sur ton identité, mais également sur le fait que tu aies vraiment le droit de rentrer dans le marché. Donc notre commerçant Ketch va au poste de garde, il dit qui il est, il le justifie de la façon dont le poste de garde le demande, et une fois que c'est fait, le poste de garde lui donne un laissez-passer. Notre gentil Ketch retourne sur la place du marché, arrive devant le garde, et devant le garde, il donne au garde le laissez-passer. Le garde vérifie l'authenticité de ce laissez-passer, et comme il est authentique, et qu'il y a les informations d'identité de Ketch et peut-être des autorisations de Ketch dans ce laissez-passer, alors notre garde laisse Ketch rentrer dans le marché. Donc là, je ne pouvais pas vous le vulgariser plus, mais nous venons de voir le protocole SAML dans sa version V2. Notre utilisateur, c'est Ketch. Notre garde et le marché sont le fournisseur de service. Et le fournisseur d'identité, ça va être notre poste de garde. Et on retrouve bien donc notre utilisateur qui se présente devant le fournisseur d'identité, le fournisseur de service, sur lequel il n'est pas encore authentifié. Notre garde va demander à Ketch d'aller au poste de sécurité en lui fournissant ce qu'on appelle une SAML request. C'est un document XML qui contient les choses que le garde attend comme information sur notre utilisateur. Notre utilisateur Ketch va donc... Vous voyez ma souris? Ouais. Notre utilisateur Ketch va donc au fournisseur d'identité, le poste de garde. Sur le poste de garde, il va s'authentifier comme le poste de garde s'attend à ce que l'utilisateur s'authentifie. Ce n'est pas de la responsabilité du protocole. Et une fois que c'est fait, notre utilisateur revient voir le garde, il lui donne le laissez-passer qui va s'appeler une SAML response dans le cas de SAML. Notre fournisseur de service, donc notre garde, va vérifier que tout est bon. Et si tout est bon, notre utilisateur arrive à rentrer dans le marché. Voilà comment est-ce que moi je vulgarise l'authentification en SAML. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec SAML, mais là ce qu'il faut retenir, c'est que donc on a une première partie où notre utilisateur interagit avec le fournisseur de service, l'application. C'est l'application qui demande à l'utilisateur d'aller s'authentifier sur un fournisseur d'identité. Notre fournisseur d'identité demande de n'importe quelle manière à l'utilisateur de justifier qu'il est bien lui pour pouvoir rentrer dans le système. Et une fois que c'est fait, notre fournisseur d'identité renvoie une SAML response via l'utilisateur à notre application pour que notre application puisse laisser ou pas l'utilisateur utiliser l'application. Donc ça, c'est en SAML. Maintenant, on imagine un autre, Migris Kill, un livreur, qui du coup doit aller livrer quelque chose dans un entrepôt. Pour pouvoir utiliser l'entrepôt, il y a un autre garde de faction, puisque c'est pas le marché, là, ce coup-ci on est sur l'entrepôt, qui demande lui aussi un laissez-passer. Mais là, il va pas demander un laissez-passer de la même manière, il va demander un ticket d'autorisation, un code d'autorisation au poste de garde. Donc Gil, qu'est-ce qu'il fait? Il va au poste de garde et il demande donne-moi un code d'autorisation. Pour pouvoir recevoir ce code d'autorisation, il doit justifier de qui il est. Et une fois qu'il a dit qui il était, le poste de garde donne un code d'autorisation à notre utilisateur et notre utilisateur revient devant le garde. Le garde, qu'est-ce qu'il fait avec ce code d'autorisation? Il ne peut pas en faire grand-chose parce que c'est juste un code. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à un coursier d'aller redemander au poste de garde à quoi correspond ce code d'autorisation qu'on vient de me donner. Et le coursier, il donne ce laissez-passer au poste de garde et on lui remet en échange un laissez-passer qui représente l'utilisateur. Et une fois que le garde reçoit ce laissez-passer, notre utilisateur peut rentrer dans le dépôt. Donc là, on vient de vulgariser OpenID Connect. Je ne sais
pareil, je ne sais pas comment le vulgariser encore plus. Si on reprend notre flow donc, du coup, d'autorisation en OpenID Connect plus PKCE. Je parle de PKCE juste après. Donc toujours notre utilisateur va sur l'application, donc sur à l'entrée du dépôt. Comme il n'est pas authentifié, le garde demande à l'utilisateur d'aller s'authentifier auprès de l'OpenID Provider. C'est une requête de redirection avec des queries param, j'en parle juste après. Sur l'OpenID Provider, notre utilisateur va justifier de son identité de la façon dont c'est demandé par l'OpenID Provider. Et une fois que c'est fait, l'OpenID Provider va donner donc ce ticket d'autorisation à notre utilisateur qu'on va appeler un Authorization Code. Notre Authorization Code, notre utilisateur le donne à l'application. Et l'application, elle appelle directement l'OpenID Provider pour demander d'échanger cet Authorization Code pour obtenir des informations sur l'identité et les autorisations de l'utilisateur qu'on va appeler des ID tokens et des access tokens. Donc ça, c'est le principe de base d'OpenID Connect. Tout comme... là, c'est le slide. Donc, on fait la démo après. Hop, merde, je vais trop vite. Hop. On va faire une démo juste après de comment ça marche. On va juste... Alors, toute la suite va beaucoup parler d'OpenID Connect et moins de SAML, parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, on fait beaucoup plus d'OpenID Connect que de SAML. L'OpenID Connect, pour être sécurisé, on ne peut pas juste comme ça le mettre en place. Il y a quelques mécanismes qu'il faut rajouter en configuration, que ce soit sur votre application ou sur l'OpenID Provider, pour être certain que chacun est bien légitime pour faire les différents appels. Alors j'ai mangé mon PC, mais on regarde ça tout à l'heure. Donc, notre application, quand elle demande à l'utilisateur d'aller s'authentifier sur l'OpenID Provider, elle va créer une URL de redirection, parce que ça va passer par le navigateur de l'utilisateur, et dans cette URL de redirection, elle va rajouter différentes informations. Elle va rajouter un client ID pour dire qui elle est, elle, en tant qu'application qui demande à l'utilisateur d'aller s'authentifier, et elle va rajouter également une redirect URI. Cette redirect URI est utilisée par l'OpenID Provider pour renvoyer l'Authorization Code, parce que sinon il ne saurait pas où renvoyer l'utilisateur une fois que cet Authorization Code a été généré. Donc il est nécessaire, et non seulement il est nécessaire, mais en plus il doit être vérifié par l'OpenID Provider. On verra tout à l'heure quand on configurera des client ID que mettre des étoiles dans les yeux c'est bien, mais mettre des étoiles dans Keycloak c'est pas toujours pratique, enfin c'est pas toujours sécurisé. Donc ça, c'est pour le redirect URI. Ensuite, PKCE, qu'est-ce que ça veut dire? Proof Key for Code Exchange et Code Challenge. Notre application, quand elle demande à l'utilisateur d'aller s'authentifier sur notre OpenID Provider, on suppose que c'est une application légitime à être utilisée sur notre système d'information. Pour être certain que ce soit une application légitime, déjà donc notre OpenID Provider va s'assurer que le redirect URI fait bien partie des applications qui sont légitimes à recevoir un authorization code par la suite. Du coup, d'où le fait de ne pas mettre une étoile. Et pour être encore plus certain que l'application est bien légitime, il y a deux grandes manières de le faire. C'est que lorsque notre application va envoyer l'Authorization Code pour obtenir les ID Token, Access Token et Refresh Token en réponse, les deux manières qui existent sont le fait que l'application donne un client ID et un client secret, c'est ce que l'on retrouve très souvent, mais ça va être applicable que pour nos applications de type back-end, parce qu'un secret déployé dans tous les navigateurs de la planète ou dans tous les téléphones mobiles de la planète, ce n'est pas un secret. Donc du coup, le client ID, client secret va très bien s'appliquer pour des applications back, mais pour des applications front, il faut trouver une méthode pour les sécuriser. Et pour faire ça, la solution, c'est l'utilisation de PKCE. L'idée, c'est que donc votre application, avant de rediriger l'utilisateur vers OpenID Provider, votre application va générer une chaîne de code de caractères aléatoires qu'on va appeler le code vérifieur. Et sur cette chaîne de caractères, elle va appliquer un algorithme de hash. L'algorithme s'appelle S256 et ça va donner donc le résultat, le code challenge. Quand notre application va rediriger l'utilisateur vers l'OpenID Provider, l'application va donc envoyer que le code challenge. Notre OpenID Provider va sauvegarder ça quelque part dans sa mémoire, et lorsque l'application va par la suite envoyer le code d'autorisation, elle va envoyer en même temps le code vérifieur.
Notre OpenID provider va recevoir ce code vérifieur, il va appliquer la méthode de hash, donc S256, et normalement, ça doit lui donner le même résultat. Si ça lui donne le même résultat que le code challenge qui a été reçu initialement, ça veut dire qu'on est certain que l'application qui a demandé à l'utilisateur de s'authentifier est bien la même application qui veut échanger l'autorization code pour obtenir les informations d'identité et d'autorisation de notre utilisateur. Si la comparaison est différente, c'est très certainement qu'une application non légitime a récupéré le code d'autorisation et essaye de l'échanger pour obtenir des informations sur notre utilisateur. Donc le OpenID Connect peut s'utiliser juste avec un client ID, client secret pour vos applications back, mais tout ce qui va être application front et mobile, il faut utiliser PKCE. Et on commence aussi de plus en plus à avoir des applications back qui aussi font du PKCE, parce que ça évite d'avoir à déployer un client secret dans toutes les applications que vous déployez. Quand il n'y a pas besoin de client secret, c'est même un peu plus sécurisé, parce que là, vous êtes certain que l'application marche bien. Donc ça, c'est OpenID Connect et SAML. Et donc, ce que je vous propose, donc pour ceux qui ont déjà fait le Docker Compose Up, que moi, j'ai pas fait, hop là, ça va être de tester, de tester Keycloak. Enfin, tester plus d'abord l'authentification OpenID Connect. Alors, ne me dis pas qu'il retélécharge tout. Bon, ça va le faire. On dit que ça va le faire. Je le fais ce matin. Alors, tous ceux qui ont téléchargé le repo, vous avez le Docker Compose Up est fini chez vous? Non? Oui? Non? 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 Cool. Ah putain, je sais ce qui se passe. Les aléas. Allez. C'est bien, vous suivez. C'est bon. Hop. J'aurais pas dû mettre la dust. Eh ben, ça commence bien. C'est bon. Ah, j'ai fait comme ils ont dit dans le WhatsApp, j'ai tout mis en clair. Donc, hop, avant que ça démarre, on va regarder ce que l'on va tester exactement. Donc, si vous avez récupéré le projet, bon, il y a du NPM, ça c'est juste pour la génération de mes slides. Nous, tout va se passer dans le répertoire démo. Dans le répertoire démo, on a un Docker Compose, dont la version est inutile, qui va construire un Keycloak, parce qu'on va décider d'essayer d'optimiser nos temps de démarrage, vu que la formation est un petit peu... Enfin, la session dure 2 heures et qu'il me reste déjà plus que 100 minutes. Donc on va le construire une fois et après on va tout le temps l'utiliser. On va importer un début de royaume préconfiguré dans notre Keycloak. Et on va aussi désactiver le thème, parce qu'on va peut-être jouer un petit peu avec les thèmes. Keycloak, ce qui est cool quand vous le déployez, enfin quand vous le démarrez la première fois, il marche presque tout seul pour faire beaucoup de choses. Il faudra modifier une grosse partie de sa configuration pour adapter son fonctionnement à vos attentes et surtout déconfigurer certains trucs pour améliorer pour réduire la couverture de la couverture d'attaque possible sur votre Keycloak. Tout ça, on n'en parlera pas là. On pourra en reparler par la suite. Je suis là les 3 jours. Si vous avez des questions sur Keycloak, n'hésitez pas par la suite. Donc Keycloak, on va le démarrer avec un compte admin. Il va être configuré avec une base de données. Et voilà, donc le thème, etc. La base de données. On va avoir, si on a besoin de faire quelques tests, un petit serveur SMTP d'embarquer. Et on va avoir, pour commencer, une magnifique application HTML pour pouvoir tester 2-3 trucs. Alors, si on va ici, donc on fait ici, on va imaginer notre magnifique application. On va zoomer.
Donc ça peut être n'importe quelle application. Là, c'est qu'une page HTML avec un tout petit peu de JavaScript legacy, enfin du JavaScript normal. Il n'y a pas il y a rien d'exceptionnel. On va vraiment, avec cette application, juste vérifier ce que je vous ai montré dans le flow d'authentification, que l'utilisateur est bien présent sur une application. Il va être redirigé vers Keycloak pour s'authentifier, etc., etc. Le son monté, enfin c'est bizarre. Mon retour de son est bizarre. Hop là, on va virer ça. Donc, je vais cliquer sur Login. Tout se passe bien. J'arrive sur ma magnifique page d'authentification que je vais réduire un peu. Donc, toc. Et si on regarde les appels. Donc, mon application, quand j'ai cliqué sur le bouton Login, on va zoomer un peu là. Vous me dites hein, si c'est trop gros ou pas assez gros. Hop. Donc, quand j'ai cliqué sur le bouton Login, qu'est-ce qui s'est passé? Mon utilisateur a été redirigé donc vers localhost 8080. C'est là où fonctionne mon Keycloak. Sur un file name, donc là, on va avoir une URL. Dans le cas de Keycloak, c'est un royaume, on en reparle après. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que l'on voit qu'on est redirigé vers un endpoint AUTH, qui pourrait être autorisation, mais dans la vraie vie, c'est autorisation. Mais gardons dans l'idée que c'est autorisation pour simplifier les choses. Donc ça, c'est l'URL de redirection. Et ensuite, j'ai un certain nombre de query param qui ont été ajoutés. Le client ID, comme ça, mon royaume, mon Keycloak va savoir quelle application a redirigé l'utilisateur pour qu'il s'authentifie. La deuxième, le redirect URI, c'est ce que je vous disais, c'est à cette URL que va être envoyé l'autorization code. Pendant que je fais, tous ceux qui veulent faire un TP, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous avez dans le navigateur, vous activez les traces et vous pouvez faire la même chose. Ensuite, on va zapper les autres paramètres qui pour le moment ne nous intéressent pas. Et on va surtout voir qu'ici, on a bien le code challenge qui a été envoyé dans l'URL de redirection. Parce que là, je fais du PKCE. Parce que il faut faire du PKCE sur les fronts. Donc, mon Keycloak a reçu cette requête de demande d'authentification. Et donc là, mon utilisateur, c'est pour ça que sur mon Keycloak, il voit une page d'authentification. Alors, comme je suis très auto-centré, le login c'est Jérôme et le mot de passe c'est Jérôme. Donc là, l'utilisateur va s'authentifier auprès de Keycloak. Il va donc cliquer sur connexion. Et qu'est-ce qui va se passer en retour? Hop, on va revenir ici. Donc le Keycloak a répondu à notre application qui en l'occurrence est notre navigateur. Du coup, on va plutôt mettre un tout. J'avais pas fait préserve log. Bon, c'est pas grave. Non, n'importe quoi, je mélange. Donc, mon formulaire, c'est ça. J'ai fait un formulaire, j'ai envoyé l'authentification. Dans le formulaire, j'ai différentes informations et ce qui nous intéresse, c'est que j'ai bien envoyé username et password. En réponse, qu'est-ce que m'a répondu Keycloak? Il m'a répondu une 302, donc une URL de redirection. Et dans le champ location, c'est ça qui, hop, non, je vais ici, hop, on y arriver. Hop là. Dans le champ location ici, je trouve une URL. C'est une URL donc vers laquelle mon navigateur va être automatiquement redirigé. Et donc cette URL, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient au début la redirect URI qui a été donnée au départ par l'application. Et surtout, ce qui m'intéresse dans cette URL, c'est que ici, je retrouve bien l'autorization code que donc Keycloak renvoie à mon application. Donc ça arrive dans mon navigateur. Et donc ce que fait mon navigateur, c'est qu'il appelle. Bon, là, ça reste dans le navigateur parce que c'est une pseudo SPA. Et donc, mon navigateur appelle ce bout de code à l'intérieur de mon application. Et derrière, qu'est-ce que va faire mon application? Elle va donc appeler Keycloak. Donc là, on change de endpoint. On n'est plus sur le endpoint AUTH, mais sur le endpoint token, qui va être, on va souvent appeler le endpoint OAuth2, qui, du coup, c'est le endpoint dans lequel mon application va pouvoir envoyer, hop là, requête, envoyer le code qu'elle a reçu, également le code vérifieur parce qu'on fait du PKCE. Et qu'est-ce que j'obtiens en réponse? Mon Keycloak renvoie à mon application un access token qui, comme son nom le laisse suggérer, est un jeton qui va contenir des accès de notre utilisateur. Et si j'arrive à slider, hop, également un ID token qui va contenir, comme son nom le laisse le suggérer, des informations d'identité sur notre utilisateur. Sauf que là, on n'arrive pas vraiment à lire ce qui est écrit. Pourquoi? On va voir ça. Hop, dans pas longtemps. Analyse. Alors, déjà,
si on compare OpenID Connect et SAML, les deux font des bonnes pratiques, c'est-à-dire que avec ces deux protocoles, vos utilisateurs ne vont jamais s'authentifier sur l'application, mais ils vont systématiquement être redirigés vers quelque part pour s'authentifier. Donc, dans le cadre d'OpenID, un OpenID provider, ou sinon un service, un authorization server pour s'authentifier. Donc ça déjà, c'est une bonne pratique. Il faut arrêter de donner, enfin, il faut que vos utilisateurs arrêtent de donner le login et le mot de passe à l'application et que ce soit l'application qui authentifie. Ça, on arrête de faire ça. Je vous ai expliqué la différence d'un point de vue OpenID Connect qu'il y avait entre le back et les applications front et mobile. Alors, une application back va pouvoir avoir un client ID et un client secret, et les applications mobiles, elles ne pouvant pas l'avoir, vont utiliser du PKCE. Ça, c'est pour OpenID Connect. En SAML, vos applications vont très souvent être de type back-end, parce que pour faire du SAML, vous allez utiliser des certificats de signature et de chiffrement, et sur le même principe, si le même certificat est présent dans tous les devices de la planète, ce n'est plus vraiment un certificat sécurisé, et donc c'est pour ça que SAML, on le retrouve très souvent sur des applications back. Chose que je ne sais pas si vous avez fait attention quand je vous ai montré les schémas d'authentification, il y a quelque chose, une notion qu'on va appeler du front channel et du back channel. Alors, si je reviens sur mes schémas, en OpenID Connect, les informations d'identité et d'accès de l'utilisateur ne passent pas réellement par le navigateur de l'utilisateur. Ça va systématiquement être l'application qui va les obtenir directement depuis l'OpenID Provider et jamais ça ne passera par le navigateur de l'utilisateur. Dans le cas d'une SPA, oui, ça passe par le navigateur de l'utilisateur, mais par du XHR et pas réellement par l'URL d'accès à la page. Là où en SAML, là où en SAML, tout passe par le navigateur de l'utilisateur. Tout va être dans les URL d'accès et les URL de retour. En SAML, la SAML response est un query param qui va être envoyé très souvent et qui va donc être lisible par le navigateur. Là où en OpenID Connect, ça ne va pas l'être. Et donc c'est ça, très souvent, qui va vous faire choisir soit OpenID Connect, soit SAML, parce que vous allez vouloir avoir certaines informations qui passent ou qui ne passent pas par le navigateur de l'utilisateur. Et dernière chose qui va vous faire choisir SAML ou OpenID Connect, c'est ce qu'on va appeler le SLO. Tout comme il y a le SSO pour le single sign-on, il y a le SLO pour le single log-out. Le fait que, quand votre utilisateur sera connecté sur votre système d'information, quand il clique sur se déconnecter, quel est le comportement que vous voulez que votre système adopte à cette action de déconnexion? Et est-ce que ça doit juste le déconnecter de l'application ou de l'intégralité de votre système? Et donc, en fonction des deux protocoles, il y aura des choses supplémentaires à faire. En OpenID Connect, on va voir tout à l'heure qu'il va y avoir un mécanisme de refresh token et à intervalles réguliers, l'application va aller redemander à Keycloak est-ce que l'utilisateur est toujours connecté, est-ce que l'utilisateur est toujours connecté, etc., etc. Du coup, si la session s'arrête côté Keycloak, ça met fin à la session dans l'application. Et en SAML, en fait, c'est que lorsque la session va se terminer côté Keycloak, qu'il va falloir configurer ce qu'on appelle du back channel logout, et c'est Keycloak qui viendra prévenir les applications que l'utilisateur est déconnecté. Maintenant qu'on a vu les protocoles, parlons un petit peu plus de Keycloak. Alors, aujourd'hui, depuis la semaine dernière, on en est à la version 25.01. Keycloak existe depuis 2013. Aujourd'hui, c'est une application développée en Quarkus. Et Keycloak est certifié pour les 3 grands protocoles utilisés aujourd'hui, que sont donc les 2 protocoles d'authentification OpenID Connect et SAML, et le protocole d'autorisation OAuth2. Peut-être que vous avez déjà chez vous certaines versions de Keycloak. Il y a eu une grosse bascule de Keycloak dans le mode de déploiement. C'est lorsqu'ils sont passés de la version Wi-Fi à la version Quarkus. Ça a commencé à se produire à la version 17. Et depuis la version 19, vous n'avez plus le choix, vous êtes forcément en version Quarkus. On va pas rentrer plus dans les détails que ça, toujours pareil, je suis là 3 jours si vous avez des questions sur ce sujet. Là, on va vraiment s'intéresser à comment est-ce qu'on va, du coup, permettre à nos utilisateurs de s'authentifier sur notre Keycloak. Lorsque vous démarrez Keycloak, la première chose à laquelle, après l'interface graphique, une fois que vous êtes authentifié avec l'utilisateur admin, la première chose que vous allez voir, c'est un royaume. Ce royaume va s'appeler master. Keycloak s'utilise lui-même pour sa propre configuration et pour sa propre sécurité. Ce royaume master ne doit être utilisé que pour configurer Keycloak.
Ça veut dire que sur n'importe quel déploiement de Keycloak, vous avez au minimum 2 royaumes, le royaume master et le royaume pour vos applications. Si vous avez qu'un seul royaume qui s'appelle master, il faut corriger ça tout de suite. Un royaume, qu'est-ce que c'est? Ça va être un tenant. C'est tous les utilisateurs déclarés dans un royaume vont pouvoir s'authentifier sur ce royaume, mais pas sur le royaume d'à côté s'il n'existe pas sur le royaume d'à côté. Keycloak va séparer logiquement toutes les informations d'un royaume vis-à-vis d'un autre royaume. Si vous voulez partager des informations, il faudra utiliser d'autres mécanismes, dont peut-être on aura le temps de parler, ou pas. Lorsqu'un utilisateur va s'authentifier, il va s'authentifier sur un royaume et ça va lui créer une session sur ce royaume. Cette session, elle va exister en mémoire du côté de Keycloak. Ça fait que si vous éteignez Keycloak, vous perdez la session de l'utilisateur. Si vous le rallumez, l'utilisateur est obligé de se réauthentifier. Ce mécanisme va peut-être changer dans pas longtemps et avec la possibilité de sauvegarder les sessions dans une base de données, mais ça provoquera d'autres contraintes. C'est pareil, c'est dans un avenir plus ou moins proche. On en reparlera un jour s'il y en a besoin. Sur un royaume, il y a des choses que vous allez pouvoir configurer qui sont donc spécifiques au royaume. C'est ça, des fois, qui va vous faire choisir que plusieurs applications vont être déclarées dans le même royaume ou que, justement, certaines applications vont être déclarées dans des royaumes différents. Ce qui fait que ça va donc dépendre énormément de vos cas d'utilisation. Et dans les grandes choses que l'on va souvent déclarer par royaume, on va retrouver les fédérations d'utilisateurs. C'est-à-dire que Keycloak, il a sa propre base de données d'utilisateurs, mais vous pouvez le configurer pour qu'il aille lire ces informations ailleurs, ce qu'on va appeler donc une fédération d'utilisateurs. Et Keycloak va également proposer de la délégation d'authentification. C'est vous arrivez sur votre page et là vous avez un bouton je m'authentifie ailleurs. Et donc ça, vous allez aussi le configurer par royaume. Et comme Keycloak, chaque royaume est un tenant, vous pouvez tout à fait faire de la délégation de royaumes d'une même instance Keycloak. C'est-à-dire que vous pourriez partir d'un royaume A pour aller vous authentifier sur le royaume B pour revenir ensuite sur le royaume A où est votre application. Pareil, en fonction du temps, on verra si on a le temps d'aller jusque-là. Sur chaque royaume, vous allez pouvoir déclarer des clients ou des client ID qui représentent vos applications. Évidemment, sur un royaume, il y aura des utilisateurs et ces utilisateurs vont très certainement posséder des rôles et être membre de groupe. Et c'est avec cette notion de rôle et de groupe que vos applications vont pouvoir donner ou pas accès à certaines fonctionnalités dans l'application. Et donc, pour cette partie-là, demain matin, il y aura plus d'infos. Keycloak, comme je vous disais tout à l'heure, arrive, vous le déployez, ça y est, il marche. Mais il n'est pas aussi joli que ce que vous espéreriez, et toutes les fonctionnalités ne sont pas forcément activées en fonction de vos besoins, ou peut-être que trop sont activées en fonction de vos besoins. Donc, avec Keycloak, il y a beaucoup de choses de personnalisables. Le thème, pour essayer d'améliorer l'expérience client dans l'authentification. Mais Keycloak vient également avec une application auto-hébergée par Keycloak qui s'appelle Account, qui permet, ça peut vous permettre de ne pas avoir à redéployer certaines fonctionnalités et qui va permettre à chaque utilisateur de gérer son propre compte dans Keycloak. Modifier son login, modifier son nom, son prénom, son email. Le login, ça va poser des problèmes, mais c'est faisable. Et la console d'administration de Keycloak, celle qu'on va utiliser tout à l'heure pour jouer avec la configuration de Keycloak, elle existe sur le royaume master pour administrer toute votre instance Keycloak, mais vous pouvez l'utiliser par royaume pour que quelqu'un qui s'y authentifie sur un royaume puisse administrer le royaume. Ça va vous permettre comme ça que quelques élus aient le droit d'accéder à master et que chaque responsable d'équipe ait accès au royaume sur lequel sont déclarées ses applications. Keycloak est internationalisé. La version de développement officielle est l'anglais. C'est la seule vraie langue par défaut par les développeurs. Tout ce qui est localisation, c'est supporté par la communauté. Je n'ai pas dit tout à l'heure, Keycloak est open source, il ne faut pas hésiter à contribuer. C'est long à ce qu'ils acceptent les pull requests, mais ça peut arriver quand même. En fonction de votre version de Keycloak, il y a des possibilités d'avoir de la localisation directement depuis la console d'administration pour modifier en live les traductions qui sont sur le déployé actuellement en prod. C'est arrivé depuis 6-8 versions maintenant. C'est très pratique pour corriger une petite coquille qui se serait glissée, qui serait passée à travers toute la chaîne de qualification. Eh bien, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec Keycloak. Donc, on va pouvoir aller dans notre Keycloak. Donc,
Dans notre Docker Compose, notre keycloak tourne sur l'URL 8080. Donc là, jusque-là, tout va bien. Comme je vous le disais, keycloak s'utilise lui-même pour la configuration, et donc on me demande de m'authentifier. Et donc, comme on l'a vu dans le fichier Docker Compose, on va s'authentifier avec admin. On arrive donc sur la page d'authentification de keycloak qui, depuis la version 24, donc c'est cette nouvelle interface. Pour ceux qui connaissent l'ancienne version de keycloak, ça va vous faire des chocs visuels. Elle a le mérite d'être plus jolie, mais pas forcément plus fonctionnelle que les versions d'avant. Voilà, il y a des choses qui sont mieux, il y en a d'autres qui sont moins bien, ça dépend des écrans. Voilà, on finit par râler et on finit par faire de l'infrastructure as code pour plus utiliser l'interface. Donc là, on vient de s'authentifier donc sur le royaume master en tant qu'admin. Et sur ce royaume master, comme je vous l'ai montré dans la ligne de démarrage de keycloak dans le Docker Compose, a déjà été importé un nouveau royaume via un fichier JSON. Et ce nouveau royaume s'appelle bzhcamp. Dans ce nouveau royaume, j'ai des applications, et dans ces applications, on va retrouver un certain nombre d'applications déjà configurées pour gagner du temps sur la suite du lab. On va commencer par regarder l'application que je vous ai montré tout à l'heure, celle avec la page, la page HTML pour pouvoir s'authentifier. Donc elle s'appelle MyApp. La création de nom n'est pas forcément toujours simple. Qu'est-ce que j'ai configuré sur cette application ? J'ai configuré une valide redirect URI. Comme je vous disais, quand l'application redirige l'utilisateur vers keycloak, l'application donne une redirect URI vers où doit être envoyé l'authorization code. Si ici, je mets une étoile, je vous dis qu'on peut mettre juste des étoiles dans les yeux, ça veut dire que n'importe quelle application qui redirige l'utilisateur en utilisant ce client ID et en donnant une redirect URI, peut-être une redirect URI d'application pirate. Là, keycloak, il va considérer que cette URI d'application pirate va être validée parce que étoile valide un petit peu tout. Là aussi, je donne exactement la redirect URI. Je suis certain que l'application qui me demande, enfin qui me précise là où doit être envoyé l'authorization code, elle me donne une URL que je suis censé maîtriser. Alors donc là, c'est pas explicite parce que localhost 8081, ça tourne évidemment sur mon poste, mais comme vous faites du HTTPS de bout en bout depuis vos applications jusqu'à vos utilisateurs et à l'envers aussi, vous allez donc avoir des noms de domaine certifiés via des certificats TLS. Et donc si mon application sur un domaine avec du chiffrement et de la signature et du TLS est bien le même qui est celui qui demande et à qui je vais renvoyer l'autorization code, si le certificat est le même et le bon dans les deux cas, je suis certain que c'est bien une application que je maîtrise qui demande à l'utilisateur de s'authentifier et à qui je renverrai l'autorization code. Donc ça, c'est le premier champ quand vous configurez une application qu'il faut faire très attention. Alors, évidemment, très attention en fonction de ce que vous faites. En tant que dev, quand vous restez en local, le étoile est supporté. Par habitude, essayez quand même de préciser au moins une base URL avec un wildcard à la fin, si vous voulez. Évidemment, en production, on essaye d'être strict et d'avoir exactement des URL fixes pour être certain qu'il n'y ait pas un petit malin qui arrive à trouver une faille de sécurité quelque part. Là, pour le moment, on va rester là-dessus. Mon application dans mon navigateur tout à l'heure, elle a fait l'appel depuis mon navigateur en XHR, elle a appelé le endpoint token pour envoyer l'autorization code. Du coup, elle tourne sur le nom de domaine localhost 8081. J'appelle une application sur le localhost 8080. Le navigateur, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, tiens, c'est pas le même nom de domaine. Je vais essayer de regarder si le nom de domaine que je vais interroger a les règles CORS qui permettent de bien confirmer que moi, application, je suis bien autorisé à appeler ce nom de domaine. C'est ce que permet de faire la configuration de WebOrigin. WebOrigin, c'est pour dire que depuis mon navigateur, si l'application tourne sur un autre nom de domaine que celui de keycloak, elle va quand même pouvoir m'appeler. Là, il y a deux méthodes de configuration. Soit vous remettez la WebOrigin parce que vous maîtrisez la liste complète de toutes vos WebOrigin valides, ce qu'il faut évidemment faire en production. Et ce que propose keycloak pour faciliter la configuration, c'est de mettre juste le caractère plus. Le caractère plus, si vous lisez la documentation, ça vous dit que tout ce qui va être valide WebOrigin, valide redirect URI, va aussi être
considéré comme web origin valide, parce que très souvent que l'URL vers laquelle on va rediriger, on va envoyer l'autorisation code, c'est très souvent la même application qui très certainement va demander à échanger cet authorization code pour obtenir l'ID token, l'access token de notre utilisateur. Donc ça, c'est notre application, voilà. Et ensuite, très important, l'application, quand elle redirige l'utilisateur vers Keycloak, elle dit, donc j'aimerais que tu t'authentifies, mais le protocole OpenID Connect propose plusieurs méthodes à l'application pour demander à l'utilisateur de s'authentifier. La seule et la vraie et qu'il faut utiliser pour des applications web et mobiles, ça va être, et même des applications back, ça va être Standard Flow. Par défaut, Keycloak vous coche le Direct Access Grant. N'hésitez pas à le déconnecter. Le Direct Access Grant, c'est, alors, vous pourriez quand même être amené à l'utiliser, mais il faut éviter. C'est quand l'utilisateur donne son login et son mot de passe à l'application, et que c'est l'application qui fait la vérification auprès de Keycloak que c'est bien le bon utilisateur. Du coup, il vaut mieux le désactiver. Donc là, d'un point de vue sécurité, c'est bien. Et comme là, on est sur une application front, je n'ai pas activé le Client Authentication. Ça, c'est le truc qui permet de générer un client secret pour mon application. Du coup, c'est pas utile dans le cas d'une application front. Et pour configurer PKCE, ça se passe dans la partie Advanced. Et dans la partie Advanced, ça pourrait être un peu mieux, enfin, à un autre endroit. Ici, hop, là, je vais y arriver, hop. Je peux configurer ici la méthode qui doit être utilisée. Ah oui, mais Jérôme, comment ça se fait que ça a marché tout à l'heure? Tu nous as montré qu'il y avait les codes. Oui, parce qu'en fait, c'est l'application front qui était configurée pour envoyer du PKCE. Et pour retourner, et donc envoyer le code challenge, puis après envoyer le code vérifieur. Mais comme je l'avais pas configuré dans Keycloak, eh ben en fait, il a reçu des informations, mais il les a pas traitées. Donc maintenant, en activant le PKCE, enfin du coup l'utilisation de l'algorithme S256, et surtout en n'oubliant pas de cliquer sur Save, maintenant mon PKCE est activé de bout en bout. C'est pas parce que vous l'activez seulement côté front que vous avez activé PKCE sur l'intégralité de votre application. Donc ça, c'est la configuration de mon application pour pouvoir permettre à mes utilisateurs de s'authentifier. Maintenant, on a dit que c'était joli Keycloak. Alors, le joli, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est très subjectif. Keycloak, il fonctionne avec des thèmes. Hop là. Paf, paf, paf. Un thème, qu'est-ce que c'est dans Keycloak? Ça va être un répertoire, donc là, il va s'appeler Brascamp. Libre à vous de le changer par la suite, qui va en fait utiliser le moteur de templating qui s'appelle FreeMarker. Si vous avez déjà fait du PHP, de la JSP ou ce genre de choses, pour générer du code HTML, hein, pas pour écrire des programmes. Donc vraiment la méthode templating, ça va être le même principe. Vous allez avoir du balisage HTML mélangé avec du balisage FreeMarker et ça va vous permettre d'avoir le rendu HTML de quelque chose. Keycloak donc utilise ce mode FreeMarker et ce qu'il a de cool FreeMarker, c'est qu'il y a un système d'héritage. C'est-à-dire que là, j'ai créé un nouveau thème et je lui ai dit qu'en fait, tu hérites du thème Keycloak, ce qui me permet de lui dire dans la liste des CSS, tu vas charger, en plus de ta CSS à toi, tu vas charger une CSS que je te rajoute. Dans cette nouvelle CSS, j'ai été un gueudin, j'ai fait plein de codes Java CSS, où je lui ai dit juste, tu changes l'image de fond. Et donc, très souvent, ça peut suffire à très rapidement mettre en production un Keycloak, parce que cette page d'authentification, avec ce thème, hop là, login, c'est ce que je viens de faire ici, juste en mettant une image de fond. Alors, on est toujours sur le bleu de Keycloak, mais déjà on se sent moins agressé par le gris bleu, enfin le gris foncé de Keycloak. Et parmi vous, il y en a plein qui ont du Keycloak chez eux, et j'imagine que c'est quelque chose comme ça qui a été fait pour avoir une expérience utilisateur qui ressemble à votre image à vous. Votre image de marque. Donc ça, c'est joli. Si vous voulez changer, par exemple, on va dire qu'on ne veut plus de l'image de fond. Non, on ne veut plus de l'image de fond, supra, et que restons là-dessus. Est-ce que ça marche? Hop. Donc là, direct, parce que j'ai mis les paramètres de démarrage qui disent ne fais pas de cache du thème, très important en tant que, quand vous mettez à jour les caches, direct, il me l'a pris en compte. C'est toujours le même thème qui est utilisé, mais non, CTRL Z, hop, c'est toujours le même thème qui est utilisé, mais je change juste l'image de fond. Comment est-ce que ça, j'ai dit à mon Keycloak d'utiliser ça? Hop, ici.
En fait, sur mon royaume, donc là sur la partie de gauche, on voit que la configuration se découpe en deux grandes parties. Une partie donc avec les clients, les client scopes, les rôles, les utilisateurs, les groupes, tout un ensemble de concepts liés à notre utilisateur. Mais dans la seconde partie, on a toute la configuration liée à mon royaume. Mon royaume, il a un nom. Évitez de le changer une fois que vous l'avez créé. Vaut mieux, ça pose des soucis, il vaut mieux le supprimer et le recréer. Si vous changez de nom, ça peut poser 2-3 soucis. Et sur mon royaume, j'ai un onglet de thème. Et donc, j'ai dit que sur les pages de login, je voulais utiliser le thème Brestcamp. Keycloak a deux autres thèmes, le thème base et le thème Keycloak. Le thème base, c'est le thème de Keycloak sans CSS, sans image. Et le thème Keycloak, c'est une surcouche du thème base qui ne vient que rajouter les CSS et les images. Et moi, mon thème Brestcamp ne vient que surcharger une CSS parmi toutes celles du thème Keycloak. Et donc, très rapidement, très facilement, quelqu'un qui maîtrise pas forcément, oui, alors je pense que ça fait peut-être saigner les yeux ceux qui font du CSS, mais voilà, n'importe qui est à peu près capable de très rapidement avoir une page d'authentification qui ressemble à quelque chose et moins ressembler à notre Keycloak de base. Donc voilà, donc on est content, c'est un peu joli, l'authentification sur Keycloak. Le Keycloak propose de base d'autres fonctionnalités, donc l'internationalisation comme je vous le précisais. Sur votre royaume, vous pouvez, parce que peut-être que vous êtes dans des cas où vos utilisateurs peuvent se créer des comptes par eux-mêmes, peut-être que vous voulez aussi qu'ils modifient leur mot, qu'ils demandent au système de leur proposer un mécanisme de reset de mot de passe, donc vous activez ça, et on va activer le Remember Me pour plus tard. Et donc là, j'ai activé les fonctionnalités sur mon royaume. Si je rafraîchis mon royaume, hop, j'ai récupéré donc le Forgot Password et le register ici. Et si je le passe en français, hop, je récupère ici les informations. D'un point de vue localisation, ici, le Keycloak, vous pouvez activer ou désactiver l'internationalisation. Par défaut, elle est désactivée, ça fait que vous avez un Keycloak full English. Si vous l'activez, vous allez pouvoir sélectionner la liste des locales que vous voulez supporter. Et dans le cas où le navigateur enverrait à Keycloak une locale qui ne fait pas partie de la liste des locales supportées, alors Keycloak renverra par défaut, donc là j'ai choisi français, mais ça pourrait être anglais si vous préférez anglais. Donc voilà pour le c'est joli. Alors le c'est joli, c'est vraiment avec des guillemets, parce que ça va énormément dépendre du travail que vous allez faire sur le thème de Keycloak. Certains y passent pas trop de temps, comme moi, juste une CSS. D'autres ont des équipes de développeurs qui font des jolis thèmes en React, en Vue, en Angular. Enfin, voilà. Tout est possible, c'est du timing comme n'importe quelle application. Hop, revenons sur les slides. En fait, je me rends compte que vous n'êtes pas beaucoup à cliquer sur les claviers pendant que je fais en même temps. Est-ce que je vais trop vite ou pas? Non, ça va, ok. Donc, maintenant qu'on a vu que c'était joli, on va regarder comment est-ce que l'utilisateur s'authentifie réellement sur le royaume. Donc là, jusque-là, tout à l'heure de la démo, je vous ai montré comment l'utilisateur est redirigé sur le royaume. Que ce soit en OpenID Connect ou en SAML, pour s'authentifier sur le royaume, on s'en fout. C'est de la responsabilité du royaume de gérer l'authentification de l'utilisateur. La façon dont l'utilisateur est arrivé sur le royaume, pour l'authentification, ça n'a aucun impact. Et donc notre utilisateur, dans Keycloak, il va passer par plusieurs grandes étapes. La première grande étape, on va l'appeler le browser flow. Parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle dans Keycloak, lorsque vous déclarez un flow d'authentification. Une fois que l'utilisateur aura terminé le browser flow, il pourra faire donc ce qu'on va appeler des required actions. Et une fois qu'il aura terminé ces deux étapes-là, notre utilisateur aura enfin une session sur notre royaume. Tant qu'il n'aura pas terminé enchaîné avec succès ces deux étapes-là, notre utilisateur ne sera toujours pas considéré comme authentifié sur le royaume. Une fois que notre utilisateur a une session sur le royaume, notre client ID, notre application, va peut-être être configuré pour demander à l'utilisateur s'il consent à ce que Keycloak renvoie des informations d'identité et de rôle à l'application. C'est ce qu'on va appeler des consentements. Et une fois que c'est fait, notre royaume va pouvoir, donc là je l'ai appelé scope, renvoyer
donc soit l'autorization code, soit la SAML response, et donc avec l'autorization code obtenir l'ID token et l'access token. Et donc avec ces scopes, notre application, notre royaume va pouvoir renvoyer des informations à notre application. Ça va se passer dans la partie scope. Et une fois que c'est fait, eh ben normalement, très souvent, notre application a tout ce dont elle a besoin pour laisser l'utilisateur utiliser l'application. Elle a les informations d'identité. Bonjour Jérôme, bienvenue, ça fait trop longtemps que tu t'es pas connecté. Et en plus, comme tu as tel et tel rôle, eh ben, tu peux cliquer sur tel bouton, avoir accès à telle page, etc., etc. Et donc, une fois que vous êtes là, très souvent, l'application n'a plus besoin de redemander à Keycloak, est-ce que l'utilisateur peut encore faire des choses. Alors, très souvent, mais il y a quand même des cas où vous allez vouloir faire de l'autorisation plus poussée. Et donc là, toujours, demain matin... Donc, hop là, il me manque un slide. Oh. Ah oui, non, j'ai rien dit. Toc, toc, toc. On va venir. Si, on vient sur les browser flow après. On va d'abord parler des required actions. Les required actions, qu'est-ce que c'est? Des actions requises. Très souvent, quand votre utilisateur arrive pour la première fois sur votre royaume, donc sur votre système sur lequel il va s'authentifier, vous allez attendre de lui un certain nombre de choses. Qu'il valide des CGU, qu'il mette à jour son mot de passe, parce que vous lui avez peut-être envoyé un lien pour qu'il vienne s'authentifier chez vous, et donc le fait de cliquer sur ce lien va peut-être demander à l'utilisateur de s'authentifier avec un nouveau mot de passe. Attention aux frictions, parce que qui dit nouveau mot de passe, peut-être que vous allez mettre des password policies. Qui dit password policies dit des trucs compliqués à retenir par les utilisateurs, qui vont chercher des solutions pour ne pas avoir à les retenir. Donc du coup, attention à la mise à jour des mots de passe. Vous allez peut-être aussi demander à l'utilisateur de mettre à jour son profil, parce que peut-être que quand le compte a été créé, vous aviez peut-être que son username, peut-être que vous aimeriez qu'il rajoute son email, son nom, son prénom, etc. Donc là, voyez du côté RGPD ce que vous allez demander ou pas. Et très souvent, pour éviter les frictions sur la complexité des mots de passe que vous allez demander à vos utilisateurs, vous allez préférer être un petit peu plus souple dans les règles des password policies, mais demander à tout le monde d'avoir un OTP ou un système de second facteur d'authentification. Keycloak, par défaut, est configuré pour proposer de l'OTP aux utilisateurs, mais en fonction de vos cas d'utilisation, peut-être que vous aurez d'autres systèmes de second facteur d'authentification. Et normalement, on aura le temps de voir le WebAuthn tout à l'heure. Un utilisateur, dans Keycloak, il va avoir au minimum un nom, un prénom, un email. Bon, il va aussi avoir un UID interne et une date de création. Donc, du coup, on ne va pas s'intéresser de ces deux-là. On va surtout s'intéresser. Donc, notre utilisateur, il va avoir un username, un email, un nom et un prénom. Et dans les versions précédentes de Keycloak, si vous l'avez déjà utilisé, via des attributs, vous pouviez rajouter tout ce que vous vouliez comme information sur votre utilisateur. Il faut voir ça comme une map avec des clés et valeurs. Vous mettiez ce que vous voulez en clé, vous mettiez ce que vous voulez en valeur, et c'était à la personne ou à l'API qui remplissait ces données de s'assurer de la cohérence et du bon renseignement de toutes ces données dans Keycloak. Donc ça, c'est fini. Maintenant, depuis la version 24, a été déployé en standard la notion de user profile. Maintenant, vos attributs ne sont plus, ça continue d'être des attributs, mais la liste est fermée. Alors, elle est fermée. Heureusement, vous pouvez la configurer, mais du coup, ça veut dire que tous les utilisateurs dans votre base de données ne pourront avoir comme attributs que les attributs que votre royaume s'attend à trouver pour vos utilisateurs. Ça va permettre d'améliorer la qualité des données que vous avez de vos utilisateurs dans votre base de données. Comme cette liste est fermée, en plus, avec la fonctionnalité User Profile, vous allez pouvoir dire la visibilité de ces données. Est-ce que l'utilisateur peut voir cette donnée? Est-ce qu'il peut la modifier? Est-ce qu'un administrateur peut la voir? Et est-ce qu'il peut la modifier? Ça va vous permettre de masquer peut-être des identifiants internes à vos utilisateurs ou de masquer des données sensibles à vos administrateurs. Et pareil pour le niveau d'écriture et de modification. Vous allez comme ça pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus fin que ce que les attributs permettaient jusque-là. Comme on va avoir une liste fermée, on va pouvoir également typer les valeurs et mettre des validateurs côté Keycloak.
Aujourd'hui, précédemment, avec les attributs, lorsque l'utilisateur avait un formulaire de création de compte, la saisie du login, du nom et du prénom n'était soumise à aucune validation. Vous pouviez saisir n'importe quoi et donc faire des tentatives d'overflow, enfin des tentatives de hack des comptes de Keycloak. Maintenant qu'il y a des validateurs et que en plus c'est typé, pour le nom et le prénom, ça reste des chaînes de caractères, mais si vous proposiez des dates d'anniversaire, de naissance ou d'autres types de valeurs, avant, les utilisateurs pouvaient un peu saisir n'importe quoi. Peut-être que côté front, vous aviez des validateurs JavaScript qui s'assuraient que ce que l'utilisateur avait saisi était bon, mais rien n'empêche un gentil hacker de modifier la requête post qui était envoyée et donc d'envoyer n'importe quoi à la place. Maintenant, avec les user profiles, c'est validé côté back. Donc maintenant, vous ne pouvez plus, vous pouvez continuer d'essayer d'envoyer n'importe quoi à Keycloak, mais il ne va plus les enregistrer dans sa base de données. Et comme c'est une liste fermée que vous configurez directement dans Keycloak, le thème Keycloak sait s'adapter sur la configuration pour automatiquement proposer le formulaire de création de compte adapté à l'utilisateur en fonction des différents champs que vous avez dit qui étaient modifiables et visibles par l'utilisateur. Évidemment que ça ne va pas lui proposer les choses qu'il n'est pas censé voir. Eh bien, on va jouer avec ça. Alors, hop. Donc là, ce que je propose de faire, ça va être donc sur notre royaume, on a activé dans la partie login la création des utilisateurs. Donc ça peut permettre de créer un nouvel utilisateur, sauf que moi, j'aimerais bien que mes utilisateurs, ils aient une date de naissance, par exemple. Normalement, tout le monde en a une, mais j'aimerais bien que les utilisateurs la saisissent. Alors pareil, d'un point de vue RGPD, on n'est pas censé la demander si on n'en a pas besoin après. Mais là, on va dire qu'on en a besoin. Oh non, on va plutôt demander la planète de naissance. Donc dans la partie, ça se configure sur le royaume. Donc là, on retrouve bien les 4 attributs, les 4 valeurs, les 4 attributs standards d'un utilisateur dans Keycloak. Et on va en créer un nouveau. On va appeler Birth Planet. Hop, soyons fous. Oula. Birth Planet. On va dire qu'il est requis, parce que tout le monde a forcément, et il va être requis pour les administrateurs et les utilisateurs. Si je dis que c'est que pour les utilisateurs, ça veut dire qu'il n'y a que les utilisateurs qui auront l'obligation de renseigner cette donnée. Si je dis que pour les administrateurs, il n'y a que les administrateurs qui auront besoin de le faire. Le fait de dire que c'est que pour les utilisateurs, ça peut permettre à un administrateur de créer le compte utilisateur. Ensuite, ça permettra à l'utilisateur de s'authentifier et de devoir remplir la valeur par la suite. Si je mets sur les deux, ça veut dire que l'administrateur devra déjà connaître la planète de naissance de mon utilisateur pour pouvoir créer l'utilisateur. Donc là, on va dire dans un premier temps que c'est seulement l'utilisateur. On va dire que tout le monde peut le voir. Hop, dans les validations, eh bien, ça va être une chaîne de caractères qui va avoir une longueur de 3. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre comme valeur. Hop, et puis voilà. On fait create et on... Qu'est-ce que j'ai raté? Ouais, mais il n'est pas obligatoire, le display name. Ah oui, il faut d'abord ajouter... Oh là. Du coup, pour planète. Toc, toc, toc. Hop. Voilà. Donc là, on est content, on a fait ça. Donc là, maintenant, ici, je retrouve bien, en plus des 3 premiers, la date de la planète de naissance. Je reviens sur mon formulaire ici, d'authentification. Donc depuis n'importe laquelle de mes applications, mon utilisateur va être redirigé vers le royaume. Et c'est le royaume qui propose à l'utilisateur de s'authentifier. Donc quelle que soit l'application, ce sera tout le temps la même page d'authentification qui sera proposée. Donc là, notre utilisateur va cliquer sur enregistrer. Alors, je suis très très original. Hop, local dev to et donc la planète ici. Donc là, on voit que tout seul, parce que j'ai rajouté des attributs, Keycloak maintenant il sait construire le
le formulaire. Il m'a mis en plus que c'était un champ obligatoire, parce que ici, enfin, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai dit que le champ était obligatoire. Si je le désactive, il devient évidemment optionnel. Et donc, une fois que l'utilisateur clique sur enregistrer, ah, c'est magique, il est déjà authentifié. En fait, avec Keycloak, à partir du moment où vous créez un compte sur un royaume, il va tout de suite vous considérer comme authentifié parce qu'il considère que vous venez de justifier que vous êtes bien vous-même. C'est pas forcément le mécanisme que tout le monde souhaite, donc du coup, il faudra modifier la configuration de Keycloak pour le faire, mais la création d'un compte, du point de vue de Keycloak, c'est que vous venez de justifier qui vous étiez parce que vous venez de créer le compte. Et donc c'est pour ça que automatiquement, Keycloak m'a authentifié sur le royaume et m'a ramené sur l'application. Si je reviens, si on réaffiche la requête, et donc m'a ramené sur l'application ici, donc là dans le registration requête. Donc on voit bien les informations que j'ai envoyées à Keycloak via le formulaire. Et dans l'entête de réponse, hop là, c'était de nouveau une 302 qui refaisait bien une redirection vers localhost 8081 pour mon application, avec l'autorization code qui a été renvoyé parce que je viens de créer une session sur le royaume. Et suite à ça, mon application a échangé cet authorization code pour requête, a envoyé cet authorization code avec le code vérifieur et a obtenu en réponse des informations sur mon utilisateur. Donc là, ça y est, mon utilisateur a créé un compte sur le royaume et maintenant il peut utiliser l'application. Entre le fait que Keycloak reçoive la requête et les required actions, ah oui, je vais pas montrer les required actions, on va vite fait montrer les required actions. Parce que notre utilisateur, là, il a validé, il s'est créé un compte, mais il n'a pas validé les termes et conditions du royaume. Pour valider les termes et les CGU du royaume, il va falloir passer par ce qu'on va appeler des required actions. C'est une fonctionnalité, donc les required actions sont désactivées par défaut sur Keycloak, vous allez pouvoir les activer, et en plus de ça, dire que à chaque fois qu'un nouvel utilisateur va être créé, automatiquement, ça va lui positionner la required action. Ça va vous éviter d'avoir à faire ce que je vais faire maintenant, rajouter à notre utilisateur, par exemple Toto, lui rajouter la required action, termes et conditions. N'oublie pas de cliquer sur Save. Alors, la nouvelle interface est plus jolie, mais ils n'ont toujours pas géré les différents écrans. Dans certains, il faut cliquer sur Save, et dans d'autres, ça enregistre automatiquement. Du coup, à chaque fois, vous faites souvent avoir, et après vous revenez chercher le bouton Save parce que vous vous apercevez que ce que vous voulez tester ne marche pas. Donc, mon utilisateur Toto, je viens de lui rajouter cette termes et conditions. Il va se déconnecter, il va essayer de se reconnecter parce que les required actions sont faites à la connexion de l'utilisateur. Donc là, j'ai soumis Toto à mon royaume et là, il me propose des termes et conditions. Alors là, un petit lorem ipsum histoire de voir que il peut y avoir du texte. Le lorem ipsum, je l'ai mis que dans la version française, donc du coup dans la version anglaise, il n'y a pas. Et là, tant que j'ai pas cliqué sur accepter, mon utilisateur n'a pas de session sur le royaume. Si je viens ici et que je clique ici, mon utilisateur n'a toujours pas de session sur le royaume. Et quand je vais cliquer sur accepter, hop là, toc, toc, avec un F5, je vais pas faire F5, toc. Paf, ça y est, mon utilisateur a une session sur le royaume. Donc voilà, les required actions. Les termes et conditions, voyez avec vos services juridiques si elles sont nécessaires pour vos royaumes. Toujours l'idée de limiter les frictions entre votre utilisateur qui veut s'authentifier sur votre royaume et plus vous allez lui rajouter des écrans, moins il va les lire et plus il peut cliquer sur un truc inutile. Du coup, les termes et conditions, c'est vos services juridiques qui vous diront si vous en avez besoin ou pas. Donc, notre utilisateur est connecté sur le royaume, il s'est créé son compte et il a validé des required actions, donc il a surtout validé les termes et conditions pour pouvoir l'utiliser. Sauf que il y a eu un moment, cet écran, où si, il manque bien un écran. Ah non, c'est ça. Il y a eu un moment où donc il y a le formulaire de saisie de login et de mot de passe qui s'est affiché. Et donc c'est l'étape browser flow qui s'affiche, que j'avais affiché dans mon flow global. Cette étape browser flow, qu'est-ce que c'est? En fait, à l'intérieur de plein de choses que Keycloak implémente, il y a un moteur de workflow.
Ce moteur de workflow va être utilisé à plusieurs endroits dans Keycloak et un de ces endroits, ça va justement être l'authentification de l'utilisateur. Alors ça, c'est la façon dont je vais vous l'expliquer avant. Je vais d'abord vous montrer la joie de le lire dans Keycloak. Hop. Donc dans Keycloak, ça s'affiche comme ça. Alors, je peux même dézoomer pour voir que c'est joli. Voilà. Un humain normalement constitué, s'il a jamais vu comment ça marche, n'est pas forcément, enfin, ne sait pas lire cette version-là. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de regarder cette version-là. On arrive tout en haut. Alors, c'est une interprétation libre de l'UML appliquée à mon besoin d'explication. Je respecte pas la norme, enfin la nomenclature des schémas. C'est juste que je trouve que ça m'aide à faire comprendre le processus d'authentification. Donc, notre Keycloak reçoit donc tout en haut une URL de redirection de l'utilisateur. Elle peut être OpenID Connect ou ça peut être une SAML request qui a été envoyée à notre Keycloak. Notre Keycloak, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder cette requête. Dans cette requête, il va y avoir très souvent au moins deux grands types d'informations, des headers HTTP et du body HTTP. Dans le header HTTP, très souvent, ce que l'on va retrouver, c'est des cookies. Et justement, Keycloak, sa première chose qu'il va faire, c'est il va regarder est-ce que dans ces headers reçus, il y en a un qui va représenter la session de l'utilisateur parce que l'utilisateur s'est déjà authentifié sur mon royaume. Donc l'utilisateur, s'il est déjà authentifié, en fait, on verra tout à l'heure, Keycloak va poser un cookie dans le navigateur de l'utilisateur. Donc à chaque fois que l'utilisateur reviendra sur notre Keycloak, c'est le navigateur qui va rajouter ce cookie dans la requête. Et donc notre Keycloak, la première chose qu'il va faire, c'est est-ce qu'il y a ce cookie? Alors s'il y a ce cookie, c'est bon, l'utilisateur, et que je retrouve la session de l'utilisateur, je vais pouvoir considérer l'utilisateur comme déjà authentifié, ce qu'on va communément appeler du SSO. Et si le cookie n'est pas présent, eh bien on va regarder l'alternative suivante. Dans le flow par défaut de Keycloak, l'alternative suivante s'appelle Kerberos, elle est désactivée. L'alternative suivante s'appelle Identity Provider Redirector, on ne va pas en parler. On va du coup arriver, comme très souvent, sur la dernière alternative. La dernière alternative, c'est un subflow qui va être découpé en plusieurs étapes. La première étape de ce subflow, qui va être requise, c'est une étape qui va s'appeler Username Password Form. Comme son nom le laisse suggérer, c'est le formulaire pour que l'utilisateur saisisse son login et son mot de passe. Ce formulaire, comment est-ce qu'il va être géré? Il va être affiché à l'utilisateur. L'utilisateur va soumettre ce formulaire. Tant qu'il va pas saisir le bon login mot de passe, il va rester bloqué sur cette étape user password form. Et une fois qu'il aura saisi le bon couple, eh bien là, il va y avoir deux cas possibles. L'étape d'après est en fait un autre subflow qui va être de type conditionnel. Un workflow de type conditionnel, ça veut dire que soit il va se faire, soit il ne va pas se faire. Captain Obvious. Dans quel cas est-ce qu'il va se faire et dans quel cas il ne va pas se faire? Ce subflow s'appelle conditional OTP. Donc on se doute que ça doit être en relation avec l'OTP. Tel qu'est implémenté Keycloak, vous allez pouvoir avoir donc des étapes conditionnelles qui vont pouvoir, en fonction de la configuration de vos utilisateurs, donc du compte utilisateur sur votre royaume, proposer à l'utilisateur de faire certaines choses ou pas. Et donc ce que propose Keycloak dans son implémentation par défaut, c'est si un OTP a déjà été configuré sur le compte de l'utilisateur, alors l'OTP sera systématiquement demandé à l'utilisateur pour toutes ses prochaines connexions. Et donc, qu'est-ce que fait ce subflow OTP? Il regarde est-ce que un OTP a été configuré sur le compte de l'utilisateur. Si c'est pas le cas, on va directement considérer l'utilisateur comme authentifié. Et si un OTP a été configuré, alors on va boucler sur le formulaire qui demande le code OTP à l'utilisateur et on va boucler dessus tant que l'utilisateur n'aura pas saisi le bon code OTP. Donc, moi, quand je m'authentifie, je viens déjà de le faire. Donc, on va le regarder ici. La façon dont, maintenant, vous savez lire ça, donc ça se lit de haut en bas. La première étape, c'est une étape alternative, ça veut dire que soit on la réussit, soit on passe à la suivante. Pour la réussir, il faut que le cookie de session lié de l'utilisateur avec Keycloak et sa session, il faut que ce cookie soit dans la requête. S'il est dans la requête et qu'il est lié à une session encore valide sur notre royaume, on va sortir de ce workflow et on va pouvoir directement passer à l'étape des record actions.
S'il n'y a pas de cookie ou s'il y a un cookie mais que la session a expiré ou que la session a été terminée par un logout, du coup, cette étape-là ne va pas pouvoir être réussie avec succès. Donc on va passer à la ligne suivante, qui est disable, à la ligne suivante dont on ne va pas parler aujourd'hui, et on va arriver donc sur l'étape d'après, le formulaire, qui est une alternative. Comme je vous disais, c'est un subflow dont la première étape obligatoire, c'est le username password form. Donc on force l'utilisateur à devoir saisir un couple login mot de passe accepté par Keycloak. Et tant que ce couple login mot de passe n'est pas bon, notre utilisateur ne pourra pas aller plus loin. On va supposer qu'ils saisissent les bonnes informations, et donc on arrive bien sur l'étape conditionnelle qui est juste après, dont la première étape est de regarder est-ce que l'utilisateur a un OTP de configuré. C'est ce que veut dire le condition user configured. Et si cette étape requise répond oui, alors un OTP est affiché à l'utilisateur. Si elle répond non, alors l'OTP n'est pas proposé à l'utilisateur. Et donc c'est avec ce mécanisme-là que très facilement, hop là, logout, vous allez pouvoir rajouter un OTP à vos utilisateurs. Alors pour le faire, on va forcer notre utilisateur à avoir un OTP. Du coup, dans les record action, configure OTP. Donc là, en fait, je dis à mon utilisateur, la prochaine fois que tu vas t'authentifier, dans les actions que j'attends de toi, c'est que tu configures un OTP. Donc là, on va revenir ici. Non, c'est Toto. Donc là, j'ai terminé le browser flow. J'ai saisi mon login et mon mot de passe. Et là, je suis dans l'étape des record action. La record action, qu'est-ce qu'elle me demande? De saisir un code OTP. Hop. Allez. Hop là, c'est bon. Donc, il me dit que c'est 31, 51. On va attendre parce que je suis presque à la fin. Hop, 752. Ah ben, si je suis bien dans le champ, ça va être mieux. 752. Hop, 535. Et donc là, j'ai terminé la record action qui me demandait de configurer un OTP. Si je retourne sur mon utilisateur, et que je rafraîchis, donc comme j'ai terminé la record action, elle s'est retirée des record action, parce que je vais pas la refaire à chaque fois que je m'authentifie, ce sera un peu pénible. Et si je vais dans les credentials, je m'aperçois que en plus du mot de passe que j'avais déjà positionné à la création de mon compte, j'ai un OTP. Ça veut donc dire que maintenant, si je me déconnecte, que j'essaie de me reconnecter, que je saisis Toto, que je fais entrer. Maintenant, systématiquement, le browser flow, comme j'ai un OTP de configuré sur mon royaume, va systématiquement me demander mon code OTP pour pouvoir m'authentifier. J'arrive pile poil à chaque fois sur la fin. Hop. 0, 18, 78. Tac. Et donc là, maintenant, j'ai très facilement activer un second facteur d'authentification sur mon browser flow. J'insiste fortement à réduire la complexité de vos mots de passe dans la mesure du raisonnable quand même, pour passer sur des seconds facteurs d'authentification. Parce que les seconds facteurs d'authentification, il y a peu de workaround pour y aller, là où avoir des mots de passe compliqués fait qu'en fait les gens vont finir par soit les écrire quelque part, soit les partager, les écrire quelque part, ou trouver une méthode de construction qui va permettre de retrouver en fonction de vos password policies, qui va permettre d'être accepté. Ou alors ce que de plus en plus d'utilisateurs font aujourd'hui, c'est que sur la page d'authentification, parce que nous ici on utilise des password managers. C'est pas le cas du grand public. Et donc, ce que font de plus en plus d'utilisateurs aujourd'hui, c'est que les navigateurs, très souvent, lors de la création de compte ou de la modification de mot de passe, proposent d'enregistrer le mot de passe ou d'en générer un aléatoirement. Mais les utilisateurs, maintenant, ils s'embêtent plus. Je clique sur le mot de passe utilisé, c'est mon mot de passe de messagerie qui me permet de m'authentifier partout. Voilà. Donc, du coup, pour éviter, c'est pas forcément une faille de sécurité, mais pour réduire pour pas perdre en sécurité parce que les utilisateurs en ont marre d'avoir des mots de passe compliqués, mettez un second facteur d'authentification et vous êtes certain que là, par contre, ils vont avoir du mal normalement à passer outre ce mécanisme. Donc, là, on vient de voir l'OTP.
Oui, mais moi, dans mon cas d'utilisation, en fait, la guilde fournit des clés d'authentification à tous les marchands et à toutes les personnes présentes dans la guilde. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va faire du WebAuthn. WebAuthn, protocole qui est arrivé il y a quelques années maintenant, c'était déjà embarqué dans les versions V10 de Keycloak avant que toutes les RFC liées à WebAuthn soient présentes. Et donc, pour la guilde des marchands, on va enlever l'OTP et on va dire qu'à la place, on veut faire du WebAuthn. Et en plus, on va vouloir qu'il soit obligatoire. On va donc créer un nouveau flow d'authentification pour remplacer le browser flow. Et dans ce flow d'authentification, on va virer les trucs dont on n'a pas besoin pour rajouter ceux dont on a besoin. Pour faire ça, eh bien, on va dans Keycloak. Dans la partie Authentication, ici, on retrouve tous les flows. Donc là, le flow qu'on vient d'utiliser, c'est le browser flow. Alors, par souci de rapidité, on va commencer par le dupliquer, par lui donner, lui donner un petit nom. Hop, oui, hop, duplicate. Donc là, il m'a dupliqué le flow browser flow. C'est plus simple souvent, plutôt que de repartir from scratch, de repartir d'un flow déjà existant. On va garder les tabs cookies parce qu'on a quand même envie que le SSO fonctionne entre nos différentes applications. On va virer les tabs Kerberos parce que on n'en a pas sur notre royaume, et on va pas en parler là. On va pas parler non plus de l'identity provider. Donc je vais avoir les tabs cookies en première alternative ou je vais avoir une deuxième alternative. Dans cette deuxième alternative, je vais continuer de demander à l'utilisateur son login et son mot de passe, mais la partie OTP ne m'intéresse plus. Donc on va virer la partie OTP. Et qu'est-ce qu'on veut rajouter à la place? Parce que c'est ce que nous demande le cahier des charges. Donc on va rajouter une étape qui s'appelle WebAuthn Authenticator. On va évidemment l'activer. Et donc voilà. Et donc là, qu'est-ce que je viens de faire en quelques clics? Eh bien, je viens de recréer le flow ici. C'est-à-dire que la requête va arriver. Mon utilisateur, s'il y a un cookie, eh ben, il va s'authentifier avec le cookie qui représente la session de l'utilisateur sur le royaume. S'il n'y a pas ça, on va passer donc dans une autre alternative qui va nous proposer donc un subflow, dont la première étape va être le username password form, que l'utilisateur va rester bloqué dessus tant qu'il n'a pas saisi le bon couple login mot de passe. Et une fois que c'est fait, on va passer sur l'équipement WebAuthn pour pouvoir s'authentifier. Alors, il y a quelques années, le Brestcamp avait fourni des petites clés FIDO qui marchaient très très bien jusqu'au jour où on la casse en deux. Donc du coup, là, techniquement, j'ai pas de clé FIDO sur moi. Mais, des fois, Chrome, c'est pratique. Et dans les DevTools de Chrome, il y a la possibilité d'activer une clé, le mécanisme de clé WebAuthn. Donc si vous allez, alors, attendez, je vais rezoomer. Toc. Donc du coup, si vous allez ici, que vous allez dans les autres outils, que vous scrollez jusqu'en bas, le dernier c'est WebAuthn. Ça va vous démarrer un petit truc en dessous. Hop là, viens par là. Hop. Vous allez l'activer parce que c'est virtuel. Alors évidemment, c'est juste, cette fonctionnalité dans Chrome, c'est pour du debug et du test. Dans la vraie vie en production, personne n'utilise voilà. Je ne serai pas tenu pour responsable si vous faites ça en production. Donc voilà, j'ai activé cette fonctionnalité dans Chrome, c'est très pratique. J'ai pas encore trouvé, j'aimerais bien que ce soit aussi dans Firefox, mais ça ne l'est pas encore. Donc, du coup, on va aller sur notre application, localhost 80, parce que 90, elle n'est pas encore démarrée. Toc. Donc, paf, j'arrive... pas du tout, c'est pas local 80, c'est 81 que je cherche. Donc, j'arrive sur toujours ma magnifique application. Je clique sur Login. Hop, j'arrive donc sur ma page ici. Personne ne me l'a dit. J'ai créé le flow, mais j'ai pas dit à mon royaume de l'utiliser. Là, on voit que mon royaume est actuellement configuré pour que ce soit ce flow-là qui soit utilisé en tant que browser flow. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit ce flow-là qui soit utilisé en tant que browser flow. Donc du coup, hop, je vais l'indiquer à Keycloak. Et donc maintenant, pour pouvoir oui, alors il faut faire un refresh forcé pour avoir la bonne clé qui est affichée. Un petit problème d'interface. Donc maintenant, mon browser flow, ça va être bien mon flow WebAuthn qui va être utilisé.
Je reviens ici. Si je rafraîchis, en fait, ça m'a affiché l'étape username password form de mon nouveau flow. Donc je vais me réauthentifier avec Toto. Et là, normalement, il aurait dû me demander. Mon. Ah oui, mais non, parce que je l'ai pas. Je l'ai pas enrôlé. J'ai oublié de me mettre la required action. Hop là, user, Toto. Parce que tout comme on a fait un enrôlement d'un device OTP avec le compte de l'utilisateur sur le royaume, il faut aussi enrôler le device WebAuthn de l'utilisateur avec son compte utilisateur. Hop là, WebAuthn, il est bien activé par défaut. Et je crois que j'ai pas cliqué sur Save, c'est ça. WebAuthn. Donc voilà, donc je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter. Hop là, Toto. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, il va me dire, enregistrer votre clé. Donc comme là, j'ai créé une clé virtuelle, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer. Je suis pas dans le bon navigateur, donc je ne peux pas le faire ici. C'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit dans Firefox aussi, ça m'éviterait ce genre de truc. Donc là, code à usage. Ah oui. Il est bloqué. Oui. Dans Keycloak, quand vous commencez un flow d'authentification, vous restez bloqué sur ce flow d'authentification, même si vous le changez côté royaume. Ce qu'il faut, c'est revenir sur le début de l'authentification de l'utilisateur pour revenir du coup sur le flow de l'utilisateur. Donc voilà. Là, il me demande donc bien d'enregistrer. Donc j'ai terminé le browser flow standard et j'arrive sur la required action qui me demande d'enregistrer. Donc là, comme là je l'ai activé en bas, je peux cliquer sur enregistrer. Hop, je valide. Donc là, en fait, si je regarde tout en bas ce que m'a fait Chrome, il me dit bien que ça a été utilisé. Voilà, trop cool. Et si je vais sur mon royaume, si je vais sur mon royaume ici, que je rafraîchis mon utilisateur et que je regarde ses credentials, eh bien, j'ai bien maintenant également une clé WebAuthn qui a été rajoutée. Ce qui veut donc dire que maintenant, c'est l'autre navigateur, si je me déconnecte et que je me connecte, alors comme là, le navigateur va le valider automatiquement, que c'est pas une clé extérieure sur laquelle il faut que je me pose mon empreinte digitale, etc. Là, il va automatiquement le faire. Et si on regarde les échanges un réseau, si ils n'ont pas été perdus, hop là, toc, on va retrouver quelque part. On doit retrouver l'échange WebAuthn quelque part. Il est quelque part. Il reste 36 minutes. Si vous voulez voir les échanges WebAuthn, ils apparaissent normalement quelque part là-dedans. Je vous laisserai chercher et revenir vers moi si vous avez des questions. Toc, toc, toc. Donc là, maintenant, ça y est, notre client est content. On a une première application qui redirige l'utilisateur vers le royaume. L'utilisateur s'authentifie sur le royaume, soit avec le login mot de passe, il s'authentifie avec le login mot de passe et sa clé WebAuthn, et ça lui permet donc de revenir sur l'application de manière authentifiée. Maintenant, comment va fonctionner le SSO vraiment à l'intérieur de notre royaume? Parce que je vous ai parlé de cette étape cookie qui permet de faire le SSO sur le royaume. Eh bien, on va regarder comment elle marche. À la première connexion de l'utilisateur, une fois qu'il aura donné ses credentials à notre application, que ce soit en OpenID, donc le début peut être en OpenID Connect ou en SAML, peu importe. La partie authentification, c'est le browser flow, donc c'est le choix de la configuration que vous aurez faite sur le browser flow. Une fois que donc ce browser flow et les required actions auront été terminés, la session va commencer sur notre royaume. Et la première chose que Keycloak va faire dès qu'il va répondre quelque chose au navigateur de l'utilisateur, en plus, donc en OpenID Connect, ce sera l'autorisation code, ou si c'est des consentements, ce sera les consentements. Keycloak va tout de suite répondre, tiens, je te donne un cookie qui va s'appeler Keycloak Identity. Alors oui, il aurait pu s'appeler Keycloak Session, mais le terme Keycloak Session est déjà un autre cookie utilisé, mais c'est le cookie Keycloak Identity qui va permettre à un royaume de retrouver les sessions de l'utilisateur par la suite. Donc notre royaume va poser
en renvoyant l'Authorization Code, le cookie KeyClock Identity dans le navigateur de l'utilisateur. L'Authorization Code va ensuite être envoyé à l'application. L'application va pouvoir envoyer cet Authorization Code pour récupérer les informations. Alors là, je ne l'ai pas précisé, mais normalement, il y a PKCE dans le cas d'OpenID Connect s'il y a besoin. Et une fois qu'il y a ça, notre utilisateur va pouvoir utiliser l'application. Donc ça, c'est lorsqu'il va s'authentifier sur une première, enfin, qu'il va s'authentifier sur le royaume parce qu'il veut utiliser une première application. Quand par la suite, notre utilisateur, on va aller sur une autre application, donc application 2. Cette application 2 va aussi dire à notre utilisateur d'être dirigé vers le royaume sur lequel on aimerait qu'il profite du SSO. Donc notre application va faire une URL de redirection qui va passer par le navigateur de l'utilisateur. Le navigateur de l'utilisateur va s'apercevoir qu'il va aller à un endroit qu'il connaît et en plus, cet endroit-là a déjà un cookie de poser dans le navigateur de l'utilisateur. Donc le navigateur va automatiquement rajouter ce cookie KeyClock Identity dans l'URL d'appel à notre royaume KeyClock. Et notre royaume va donc recevoir une requête en entrée qui va avoir le cookie. La première étape du browser flow, c'est de regarder est-ce qu'il y a un cookie dans l'entête de la requête. Si c'est le cas et qu'il y a déjà une session, c'est pas la peine que je propose un formulaire et de l'OTP ou du WebAuthn à l'utilisateur parce que je sais déjà qu'il est authentifié. Et donc tout de suite, mon royaume va pouvoir répondre en OpenID Connect un Authorization Code à mon application qui va pouvoir le faire. Tout le SSO de KeyClock s'appuie sur ce cookie KeyClock Identity. C'est parce que ce cookie aura été posé lors d'une première authentification dans le navigateur de l'utilisateur que toutes les fois suivantes, à chaque fois qu'il retournera vers le même royaume, le navigateur va automatiquement remettre ce cookie et que le royaume va donc pouvoir réagir spécifiquement à ce cookie précis. Quand est-ce que la session de l'utilisateur va mourir? Donc, notre utilisateur, il fait le browser flow, la première fois, le login mot de passe et peut-être d'autres trucs. Il remplit ses record actions et ça va créer une session sur le royaume. Cette session, dans KeyClock, c'est pas possible d'avoir un temps infini sur les sessions dans KeyClock. Ces sessions sont conditionnées par deux grands paramètres, le SSO session idle et le SSO session max. Le SSO session idle, c'est le temps d'inactivité que vous acceptez d'avoir pour la session d'un utilisateur sur le royaume. Donc l'utilisateur va s'authentifier sur le royaume, ça va donc démarrer une session dont la durée va être de la durée de SSO session idle. En même temps, donc en OpenID Connect, notre royaume va renvoyer à notre application un access token et un refresh token. L'access token et aussi un ID token. L'access token, lui, va avoir une durée de vie qu'on va très souvent considérer comme courte de 5 minutes. Des fois on va à moins, des fois on va un petit peu plus, mais aller au-delà de 10 minutes, c'est pas du tout une bonne idée. Et donc cet access token, c'est donc le token qui va représenter les autorisations de l'utilisateur pour cette durée, on va dire, de 5 minutes. Sauf que si j'ai besoin de cet access token pour appeler des API, au bout de 5 minutes, comme il est devenu invalide, mes API ne vont plus accepter cet access token. Donc il faut que je trouve un mécanisme pour pas demander à l'utilisateur de se réauthentifier toutes les 5 minutes. Peut-être qu'il le fera la première fois, mais je pense que très rapidement, il va fermer l'onglet de votre application. Et donc, il y a le mécanisme de refresh token qui va permettre à votre application, quand elle aura obtenu un refresh token lors de l'authentification de l'utilisateur, de demander à KeyClock, voilà, je te donne un refresh token, renvoie-moi des informations à jour sur l'utilisateur, donc un nouvel ID token, un nouvel access token, et en plus, un nouveau refresh token. S'il n'y a pas ce mécanisme de refresh, au bout de la session, de la durée de SSO session idle, la session de l'utilisateur côté KeyClock va mourir d'elle-même. Ça veut dire que si l'utilisateur revient sur KeyClock après cet instant-là, il devra se réauthentifier. Parce que son cookie ne sera plus rattaché, son cookie KeyClock Identity ne sera plus rattaché à une session encore valide sur le royaume. Donc dans la vraie vie, comment ça va se passer ? Donc notre utilisateur va s'authentifier, l'application va obtenir un access token, un refresh token, ça va démarrer une session qui va avoir une durée de vie de SSO session idle, et au bout d'un certain temps, notre application va déclencher un événement de refresh qui va donc prendre un refresh token encore valide, demander à KeyClock, renvoie-moi des informations valides sur l'utilisateur. Et donc KeyClock renverra un nouvel access token, un nouveau refresh token. Et en plus de ça, côté KeyClock, la session de l'utilisateur va être reprolongée de la durée de SSO session idle.
Et c'est parce que vos applications vont à intervalles réguliers ou à la demande solliciter la session de l'utilisateur sur le keyclock que la session de l'utilisateur ne va pas mourir. Là, sur le schéma, peut-être que c'est donc l'utilisateur va s'authentifier et générer l'événement vert. Peut-être que l'application 2 va essayer d'authentifier l'utilisateur, donc elle aussi, elle va générer l'élément vert. Mais c'est chacune des deux applications qui fera peut-être des refreshs de manière pas synchrone, et c'est chacune qui va prolonger la session de l'utilisateur sur notre royaume. Et à un moment, on va arriver à la durée de SSO session max. C'est la durée maximale, comme son nom l'indique, de la session d'un utilisateur sur un royaume. Les valeurs par défaut de Keycloak disent que le SSO session idle sur les royaumes que vous allez créer est de 1 demi-heure et que le SSO session max est de 10 heures. L'idée, c'est que au bout d'une journée, donc 8 heures, la session meurt d'elle-même. Bon, en général, on met 10 heures pour que ça meure pendant la nuit. Comme ça, tous les matins, votre utilisateur va être obligé de se reconnecter. Et le SSO session idle qui est à 1 demi-heure, c'est pour dire si l'utilisateur fait rien sur aucune des applications pendant 1 demi-heure, la session va s'arrêter. Donc c'est pareil, en fonction de vos cas d'utilisation, à vous de voir si vous voulez rallonger ou raccourcir ces différentes valeurs. Et donc là, on va regarder comment est-ce qu'on va pouvoir configurer nos applications. Donc là, on va tester avec une API Spring, un backend de Spring aussi et une application JavaScript. Comment faire pour configurer ces applications pour qu'elles redirigent nos utilisateurs vers notre royaume pour s'authentifier. Alors là, du coup, ça veut dire que vous avez téléchargé Internet pendant le TPS, enfin pendant tous les exos si vous voulez le faire. Donc, hop, alors, il n'est pas là, Adrien? Non. C'est lui qui devait écrire les applications. Il n'a pas fait. Donc c'est moi. Donc voilà. Vous pouvez, tout comme certains ont pleuré sur le CSS tout à l'heure, vous allez pouvoir pleurer sur le JavaScript et pleurer sur le Java également. Donc, on va commencer par s'intéresser par notre service Spring Boot REST. Alors oui, j'ai pris Spring Boot parce que c'est celui qui est le plus souvent utilisé. Après, ça marche dans à peu près tous les langages. Depuis février 2017, Keycloak ne fournit plus de librairie OpenID Connect et SAML pour les langages de développement. Il recommande très fortement d'utiliser les librairies open source certifiées pour chacun de vos langages. Spring Security en fait partie, donc il ne faut pas hésiter à utiliser Spring Security. Donc là, du coup, j'ai quelque part là-dedans Starter Spring Security. Et aussi le OO2 serveur. Hop, mon application, comment est-ce que je l'ai configurée? Eh ben, ça a été très très compliqué. Donc, c'est du Spring Security. Ça, on est en train de regarder le code d'une API. Mon API, elle va recevoir des requêtes. Elle va s'assurer qu'il y a un authorization code, un access token qui représente les droits d'accès de l'utilisateur dans la requête. Notre API va s'assurer que cet access token est valide, suivant différentes informations, justement, qu'on va voir. Et s'il est valide, notre application va en plus regarder si à l'intérieur, notre utilisateur a un rôle qui, tel que je l'ai configuré, s'appelle user. Et si c'est le cas, alors mon API va accepter de renvoyer les réponses. Sinon, ce sera une erreur 500. Donc, côté configuration de l'application, je lui ai dit l'issuer URI, je lui dis les tokens, on va voir tout à l'heure, ils vont contenir l'URL de l'autorité qui a généré ce token. Et ben moi, là, ce que je viens de dire avec cet issuer URI, je dis que je n'accepte les tokens qui ne viennent que de cette URL-là. S'il y a un token qui vient de quelque part d'autre, eh ben je ne l'accepterai pas. Et ensuite, qu'est-ce que je dis? C'est que mon application, pour nos tokens, on va voir, ils vont être signés. Qui dit signature dit clé de signature. Et donc, pour avoir accès à la clé publique de ces signatures, eh ben, c'est là que mon application va pouvoir trouver les clés publiques disponibles mises à disposition par mon royaume pour pouvoir faire la vérification des signatures. D'un côté configuration, c'est plutôt simple. Côté application Java, alors je vous épargne tout le code, etc. En gros, qu'est-ce que fait ma magnifique API? Elle a un endpoint qui s'appelle /planet, qui appelle un service qui me retourne une liste de planètes.
Et dans la partie configuration, hop là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit que, hop là, pour accéder à public, tout était permis, sauf que moi c'est pas ce qui m'intéresse, mais par contre pour accéder à /planet, il faut que dans les authorities, mon utilisateur possède un rôle du royaume qui s'appelle user. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Si vous avez la curiosité d'aller dans les sources, vous verrez qu'il y a un Keycloak JWT role resol converteur pour pouvoir traduire la façon dont Keycloak envoie les rôles pour que l'application puisse les comprendre. Et donc voilà, côté code Java, ça va, j'ai pas fait grand-chose. Sauf ce que je vois, ça veut dire quand même que j'ai besoin de créer sur mon royaume un rôle, puisque mon API, il est déjà créé. Mon API s'attend à ce que mon utilisateur possède ce rôle pour pouvoir utiliser l'API. Donc, un rôle, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une étiquette que vous allez déclarer sur votre royaume. Ensuite, vous allez pouvoir dire que vos utilisateurs vont ou pas posséder cette étiquette. Donc là, dans le cas de... c'était déjà fait. On va dire que j'avais fait ça bien et hop. Du coup, vous cliquez sur Assign Role. Keycloak fait une différence entre des rôles que vous allez pouvoir positionner sur le royaume ou des rôles que vous allez pouvoir que vous allez déclarer sur le royaume ou des rôles que vous allez déclarer sur chaque application, donc sur chaque client ID. C'est pour ça ici qu'on retrouve, je peux même zoomer, je crois, qu'on retrouve donc les rôles déclarés pour l'application account, le rôle pour le client ID broker, etc., etc. Il y a plein de rôles déjà définis sur notre royaume, sur nos client ID, mais moi ce que je sais que mon application a besoin, elle a besoin du rôle qui est présent sur le royaume. Donc là, je le rajoute à mon utilisateur. Donc maintenant, mon utilisateur a bien ce rôle user du royaume. Donc ça, c'est mon API. Sauf que c'est une API REST. Comme mon API ne fait que de la vérification de token, c'est pas elle qui va rediriger les utilisateurs vers la page de connexion, que mon API ne va pas interroger Keycloak directement. Donc mon API n'a pas d'existence sur mon royaume. Elle ne fait pas partie, elle n'a pas de client. J'ai pas de client ID qui correspond à l'API. Parce que mon API vit sa vie dans son coin. Elle, ce qu'elle s'attend à avoir, c'est juste des authorizations, des access tokens qui sont dans les headers des requêtes qu'elle reçoit, avec des valeurs de l'autorité à laquelle elle fait confiance, qui est bien mon Keycloak. Mais mon Keycloak n'a pas besoin d'avoir d'informations sur mon API. Donc mon API n'existe pas ici. Bon, ce serait, si mon API gérait des rôles qui lui sont propres, il faudrait faire cette déclaration-là, mais dans mon cas, il n'y en a pas besoin. Donc là, j'ai défini mon API et j'ai pas gagné de temps. Hop là, MVN. Je vais y arriver. MVN, Spring Boot, Run. Je vais en profiter pour faire la même chose sur les autres. N, Spring Boot, Run. Hop. Donc ça, c'était mon API. Qui dit API dit très souvent application front, et donc on va aller voir maintenant notre application front. Alors, ça va pas être notre application back qui va demander à l'utilisateur de s'authentifier. Donc, là encore, application avec Spring Boot. Avec Spring Boot Security, et niveau configuration, là, on va avoir plus d'informations à configurer. On va toujours avoir l'information de l'issuer auquel on fait confiance pour la vérification des tokens qu'on va recevoir, mais on va également dire à Keycloak, à notre application, où se trouve le Keycloak sur lequel l'utilisateur doit s'authentifier, et comment est-ce que moi, application, je vais pouvoir échanger l'autorization code pour obtenir les informations donc l'ID token et l'access token de notre utilisateur. Donc là, configuration assez simple, hein, enfin il n'y a pas beaucoup de complexité normalement, parce qu'on retrouve bien l'URL de où est-ce que se trouve notre royaume Keycloak, le client ID de notre application, et le client secret, et on précise qu'on fait de l'autorization code en plus. On pourrait mettre autre chose pour avoir du PKCE, mais là dans l'exemple, on va rester sur de l'autorization code. Donc là, j'ai mes deux applications, et normalement, c'est assez verbeux. Hop là. Donc, là, c'est 1 et ça. 1. Pourquoi donc ?
C'est ça le bois, enfin le truc que j'ai entendu tout à l'heure. Merci. Hop, du coup c'est bon. Donc on va revenir ici. Donc côté Keycloak, mon application Java Spring Boot, donc elle existe parce que comme les utilisateurs vont pouvoir s'authentifier, il faut qu'elle existe côté Keycloak. Donc elle a bien un client ID. J'ai activé la partie Client Authentication pour pouvoir avoir un credential. On peut voir ici. J'ai une valide redirect URI pour dire que je n'accepte d'envoyer l'autorisation code que à cette URL là. Et comme je ne fais pas de PKCE, le PKCE n'a pas été activé. Donc normalement, si je fais ça, je me retrouve superbe application. Le premier endpoint about, il n'y a pas besoin d'être authentifié. Dans mon, je n'ai pas montré, mais hop là, ici, dans mon application Spring Boot, Java, je vous ai montré le fichier de configuration, mais pas le config security. Hop là, donc qu'est-ce que je dis? Je dis que le /planet demande d'être authentifié, mais pas forcément d'avoir le rôle de l'utilisateur. Et pour tout le reste, c'est permis. C'est pour ça que mon lien about fonctionne. Pour le lien liste planète. Donc là, je crois que je suis déjà authentifié sur mon autre onglet. Ah non, j'y étais pas. Donc du coup, il me demande de m'authentifier. Là, je suis un cas où l'utilisateur il a été créé avant l'existence du champ planète d'origine. Du coup, comme c'est un champ obligatoire du point de vue de l'utilisateur, je suis obligé de le remplir. Je l'avais rempli tout à l'heure pour Toto quand Toto s'est auto-créé sur le royaume. Là, pour Jérôme, je l'ai pas encore créé. Je le soumets. Donc j'ai terminé la required action qui demande de compléter, enfin c'est pas vraiment une required action, mais on va dire que c'est une required action qui demande de compléter le profile. Ça m'a renvoyé un authorization code à mon application. Mon application a échangé cet authorization code pour obtenir un access token, un refresh token. Et avec cet access token, mon application a appelé l'API qui expose la liste des planètes pour pouvoir l'afficher dans cette page-là. Alors c'est là où vous allez me dire si c'est assez gros. Donc ici je suis dans le service, c'est pas ça qui m'intéresse. Hop. Donc là on va avoir un peu trop de log peut-être. Toc toc toc. Ici on non c'est juste avant. Ici local user info. Je vais le retrouver. Hop là voilà. Ici on trouve dans les logs l'UL donc l'appel de notre application qui a appelé le endpoint token donc de Keycloak en donnant dans les query param, je l'ai montré sur mon écran avec mon doigt et ça n'allait pas marcher, qui donne l'autorization code. Donc là, j'ai bien mon application Spring Boot qui a appelé Keycloak en lui disant tiens, voilà l'autorization code. Keycloak a récupéré cet appel-là et en réponse m'a renvoyé tout un... Alors, il est pas affiché, c'est dommage. Donc tout un authorization, tout un access token. C'est bizarre qu'il soit pas affiché. Je crois que j'avais fait en sorte que cet access token, à quoi il ressemble? Alors, on voit pas ce que l'application reçoit comme access token, mais là on voit que notre application fait appel à un user info et par la suite notre application fait appel à Planet. Ici, localhost, toc toc toc, netty, paf paf paf. Non, ça c'est la réponse. Bon, quelque part, donc je pense que c'est mon niveau de log qui est pas bon. Quelque part, mon application donc a appelé le endpoint Planet de mon API en donnant l'access token. Et donc, on va enfin aller voir à quoi ressemble un access token. Alors, un access token, c'est quoi? C'est un token JWT que vous pouvez normalement très facilement décoder. Parce que bon, on ne sait pas tous lire dans la matrice. Un token JWT, c'est quoi? C'est une longue chaîne de caractères que vous pouvez séparer en 3 parties. Les 3 parties sont séparées par des points. La première partie, c'est le header. La partie du milieu, c'est le payload. Et la troisième partie, c'est la signature.
La partie header va contenir très souvent l'algorithme qui est utilisé pour la signature. Le reste des informations, ça va être utilisé pour savoir quelle clé de signature doit être utilisée. La partie payload, c'est ici. On retrouve donc des informations. Donc on va retrouver des informations sous la forme de ce qu'on va appeler des claims. Un claim, on va dire c'est une clé, une valeur. Et donc là, dans un payload, on a plein de claims et donc à chacun sa valeur. Il y a un certain nombre de claims qui sont liés au fait que ce soit un token de type access token, donc on va appeler bearer, et du coup il y a différentes informations. Les plus importantes qui vont nous intéresser, en fait qui intéressent toutes les applications qui vont devoir valider ces tokens. Il y a le IAT et le EXP. Un des trucs cool avec le site jwt.io, c'est que si vous passez votre souris au-dessus des trucs, il vous affiche le tooltip pour vous dire ce que c'est. IAT, c'est le issue at. C'est la date de génération de votre token. Donc c'est pareil, si vous ne savez pas lire dans la matrice à gauche, le timestamp à droite, vous ne savez pas le lire. Là où c'est cool, jwt.io vous propose un affichage lisible par un humain. Et donc ce token a été généré à cet instant du point de vue de Keycloak. Ça veut dire que si votre application reçoit ce token et que sa date à elle d'application est dans le passé par rapport à cette date-là, ça veut dire que le token est chelou et il ne faut pas en tenir compte. Le EXP, c'est la date d'expiration du token. Comme je vous disais tout à l'heure, les access tokens vont avoir une durée de vie plutôt courte. Donc là, c'est 5 minutes. Et donc, il va falloir que si une application ou une API reçoit un token dont la date est expirée, l'application doit ignorer ce token. Donc, en gros, votre application, quand elle reçoit un token, elle doit être entre la date d'IAT et la date de XP. Sinon, elle doit rejeter ce token. Dans les tokens, on trouve également un ISS pour Issuer. L'issuer, c'est justement l'URL qui va dire quelle entité a généré ce token. C'est ce que l'on a vu dans la configuration qui dit que notre API et notre serveur notre application Spring Boot n'accepteront les tokens que venant de cette URL-là. Donc ça, ensuite, donc ça c'est les principales, on ne va pas toutes les balayer, il reste 12 minutes, il faudra que j'accélère. Et on retrouve également dans l'access token d'autres informations qui là sont liées à l'identité de notre utilisateur, entre autres. Donc son nom, son prénom, sa date, ces différentes informations. Et on va voir tout à l'heure comment rajouter la planète d'origine. Et comme nous sommes dans un access token, en plus, on va retrouver les rôles de notre utilisateur. Keycloak fait le choix de les afficher sous ce formalisme-là. Donc le realm access, donc c'est les accès déclarés sur le royaume, et on va retrouver sur chaque utilisateur aura peut-être une liste différente. Donc là, nous, dans le cas de notre utilisateur qui vient de s'authentifier, il a bien le rôle user du royaume, et c'est ce que le code de mon API tout à l'heure, si je reviens sur mon API. Si je reviens sur mon API, hop là, non ça c'est l'application. Enfin bon, c'est le code ici qui décode, qui explique à Spring Security comment lire les tokens JWT d'un point de vue Keycloak. En fait, on retrouve bien le fait d'aller parcourir l'ensemble des realm access pour récupérer donc le claim role pour pouvoir parcourir cette liste, pour pouvoir, d'un point de vue Spring Boot Security, reconstruire la liste des rôles lus dans le token. Donc, hop là, on a ici la liste des rôles, et donc mon API reçoit cet access token, retrouve le rôle dedans, donc accepte de répondre à l'appel de /planet pour renvoyer les informations à mon utilisateur. Donc ça, c'est le contenu des deux premiers. Sauf qu'une application ne doit pas juste faire confiance à la date de génération et la date d'expiration des tokens. Elle doit aussi regarder ce que fait l'application, elle doit aussi regarder la signature des tokens JWT. Comment est-ce que vos applications vont faire pour trouver ce token? Donc on a vu tout à l'heure dans le code, dans la configuration de l'application, ici, et de l'API, qu'on a quelque chose qui s'appelle JWK7URI, qui des fois s'appelle JWK-URI également. C'est donc l'URL qui expose les certificats de Keycloak. Donc là, c'est ceux de Keycloak. N'importe quel système qui va vous proposer de l'authentification aura quelque chose de similaire. Si je prends cette URL, que je l'affiche dans mon navigateur,
reste 9 minutes. Je me retrouve avec, alors j'ai un plugin qui met ça joli, c'est un document JSON qui me liste en fait les certificats publics de mon royaume. Ces certificats publics, ils ont différentes informations. Donc ça, c'est la partie vraiment certificat qui va être utilisée pour faire la vérification de la signature. Mais quand votre application accède à ce endpoint-là, comment est-ce qu'elle va faire pour savoir lequel des certificats elle doit utiliser? La mauvaise pratique, c'est de tous les tester en espérant qu'il y en ait un qui réponde bien. La bonne pratique, ça va être de regarder dans l'entête du token. Donc là, j'ai un entête qui s'appelle, donc j'ai un KID. J'ai une clé qui a ce KID-là, et si je vais ici, eh bien c'est magique, je la retrouve ici. Donc mon application, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ce qu'on voit, toc toc toc, à un moment, elle interroge ici le cert, hop. Donc mon application, elle va interroger le endpoint Keycloak en disant donne-moi tous tes certificats. Et là, donc Keycloak renvoie les certificats. L'application trouve le KID dans le header de l'application. Du coup, notre application ne prend que le certificat qui correspond à ce KID. Notre application fait la vérification de la signature à partir de ce certificat. Et si c'est bon, du coup, elle va pouvoir confirmer que c'est bon. Donc vos applications, elles ont au minimum 3 choses à vérifier quand elles reçoivent des tokens. Les dates de génération expiration, l'issuer pour être certain que le token a bien été généré par quelqu'un, enfin par l'autorité à laquelle elle fait confiance. Et la troisième chose, ça va être les certificats que le token a bien été signé par l'autorité qui est comprise à l'intérieur du payload, parce que la signature certifie que ni le header ni le payload n'ont été modifiés. Donc ça, c'est pour mon application. Et si on teste npm, je crois que c'est serve, perdu, serveur, oh, j'adore. Non, ça devait être serve. Run serve. Run, c'était ça la réponse. Hop, ça me démarre, parce que c'est magique, ça me démarre automatiquement normalement un onglet qui va bien, et magique, comme je suis déjà authentifié sur le royaume, automatiquement l'application m'a authentifié. C'est ce que vont faire énormément des applications. Si on va regarder dans le code, justement, alors, dans le code de l'application, 7 minutes, Angular, hop, alors je maîtrise... Je fais de mon mieux, je vous assure. Hein, mais Keycloak propose lui-même une librairie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pour les langages de programmation, Java, etc., Keycloak, depuis la version 17, a déprécié toutes les librairies pour faciliter l'intégration de Keycloak dans vos applications, et que donc il vaut mieux utiliser des librairies certifiées OpenID Connect ou SAML. Dans le cas des applications qui vont tourner dans vos navigateurs, Keycloak, pour le moment, recommande encore d'utiliser le script keycloak.js qui est disponible directement sur l'instance Keycloak, et que chaque langage de programmation avancé pour les navigateurs surcharge pour adapter l'utilisation de ce script keycloak.js en fonction du langage de programmation. Donc là, on est en Angular. Du coup, il y a un endroit où on fait un import de Keycloak Angular qui lui-même en fait rajoute tous les objets, toutes les méthodes pour interagir avec le fichier keycloak.js, et qui propose de manière normalement assez lisible la configuration d'une application Angular pour pouvoir faire la redirection vers Keycloak, etc. Donc, beaucoup de choses se passent dans ce initialize Keycloak, où il y a une méthode Keycloak init. On lui donne la configuration. Alors, comme là, c'est moi qui ai codé, c'est directement hard-codé. Évidemment, j'imagine que les gens qui font ça bien ont des variables d'environnement ou des fichiers de configuration quelque part. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je lui dis où se trouve mon Keycloak et quel est le nom de mon royaume. Et je lui donne le client ID. Allons voir comment c'est configuré dans l'application, dans Keycloak. Hop. Ouais, c'est toc toc toc. On va revenir ici, on va faire CTRL-. Hop. Keycloak Angular. Donc là, j'ai bien Keycloak Angular. Comme c'est une application, donc j'ai son valide redirect URI aussi. Et comme c'est une application front, je n'ai pas de client authentication de configurer. J'ai bien mon standard flow qui a été configuré. Et si je me suis pas trompé, j'ai aussi activé PKCE. Sauf si j'ai encore... oui, c'est ça. Et PKCE était bien activé aussi. Donc là, on va fermer ça. Hop. Donc du coup, là, mon application, j'ai ça. Et qu'est-ce que j'ai dit surtout dans les options d'initialisation? J'ai dit à mon application, comme tu es une application front, eh bien, tu as la possibilité
très facile de faire du check SSO. En fait, derrière, l'application Spring Angular va démarrer et toute seule, elle va faire un appel à Keycloak en disant est-ce que l'utilisateur est déjà connecté? Et en fait, dans cet appel, il y aura peut-être le cookie Keycloak Identity qui va être envoyé. Et donc, si c'est le cas, tout de suite, Keycloak va répondre à l'application l'utilisateur est déjà connecté. Et donc, derrière, il y a l'échange. Donc, l'application récupère un authorization code. Donc, c'est celle-là. J'aurais dû ouvrir ici. Hop là. On va le voir normalement si je fais réseau et que je fais un F5. Hop. Et j'aurai pas le temps d'expliquer tout ce que je voulais expliquer. Donc du coup, on voit quelque part que donc c'est ce qui est fait avec le Silent Check SSO. Notre application en fait fait un appel sur notre elle a un bout de code, qui fait un appel indirect à Keycloak. Elle obtient un authorization code qu'elle peut après facilement échanger pour obtenir les informations. Et donc l'utilisateur, quand il arrive sur l'application, automatiquement il va être authentifié parce que il est déjà connecté sur notre royaume. N'hésitez pas à aller voir le repo après. Il y a encore 2-3 trucs à vous expliquer. Les rôles, je vous ai montré. Les client scope. Et on ira sur la conclusion tranquillement après. Pour obtenir la planète de l'utilisateur dans la réponse de... le stress que ça fait. Pour obtenir la planète de naissance de l'utilisateur, ce qu'il faut, c'est expliquer à Keycloak comment exposer cette information dans les tokens. Ça se passe via des client scopes et des mappeurs de client scope. Là, par facilité, j'utilise un mapper qui existe déjà sur votre royaume. Évidemment, en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à utiliser vos propres scopes et mappeurs de scope. User attribute, je prendrai les questions dans le couloir. Du coup, qu'est-ce que je dis ? Je dis que j'aimerais que j'aimerais que tu prennes l'attribut planète de l'utilisateur et que dans les tokens, tu le mettes sous le label planète. Hop. Du coup, là, je fais save. Alors, ce qui est cool avec Keycloak, c'est que je suis pas obligé de repasser par l'application. Je peux directement dire, si je vais sur l'application Spring Boot, que je vais dans la partie Client Scope, là j'ai un truc qui s'appelle Evaluate. Et si je dis, fais-moi l'évaluation, comme si j'étais l'utilisateur Jérôme, à quoi ressemblerait mon ID token? Et donc dans l'ID token, si Keycloak devait le générer pour l'envoyer à une application, ça contiendrait directement l'information. Et c'est avec ce mécanisme de Client Scope et de mapper à l'intérieur des Client Scope que vous allez pouvoir faire remonter des attributs jusqu'à vos applications. Les client scopes, il y aura plein de choses à dire dessus sur combien est-ce qu'il faut en déclarer, ou est-ce que justement il faut jamais en déclarer. Et donc pour finir, en fait, il y aura encore plein d'autres choses à faire, mais qui va moins. On n'est plus trop dans l'initiation autour de Keycloak. L'initiation autour de Keycloak. La délégation d'authentification. Donc là, j'en ai pas du tout parlé. C'est le fait donc d'aller ailleurs pour revenir se connecter sur Keycloak, d'aller sur un Google, sur un Facebook, sur un ADFS pour revenir connecter sur votre Keycloak. Là, le principe, c'est que donc vous ne donnez pas votre login mot de passe à Keycloak, vous le donnez à ceux ailleurs, et comme Keycloak fait confiance à ceux ailleurs, eh bien, quand l'utilisateur va revenir chez vous, Keycloak va démarrer une session pour l'utilisateur. Vous irez voir le flow d'authentification. La fédération d'utilisateurs, c'est le fait que Keycloak va obtenir le login et le mot de passe de votre utilisateur, mais au lieu de le faire la vérification dans sa base de données, il va pouvoir faire la vérification dans une base LDAP ou dans une base custo, à vous de voir ce que vous voulez implémenter. Il y a un schéma qui va avec. Et là, je vous dis merci. Je crois qu'il y a une application pour laisser vos avis. N'hésitez pas à le faire. J'ai pas mis le QR code. Et voilà, c'est écrit... tout doux, voilà. Et Zenica a un stand et n'hésitez pas à passer nous voir.